C'est parti. Donc, j'enregistre. On en est donc au 6 ou 7e rendez-vous en français, quelque chose comme ça. Donc merci à tous d'être là. Si vous voulez, on peut commencer par des questions que vous auriez sur l'utilisation du logiciel, sur des retours de terrain que vous avez, euh, des choses que vous arrivez à faire ou que vous n'arrivez pas à faire. Enfin bref, tout ce qui peut vous aider pour en tirer le meilleur parti. Et après ou avant, si vous voulez, je vous dirai un petit peu tout ce qui se passe en ce moment sur les dernières fonctions qu'on est en train de rajouter et ce qui va se passer pour les prochaines versions. Mais si vous voulez commencer par vous, si quelqu'un veut prendre le micro, allez-y. Nathalie, ton micro est allumé si tu veux y aller. Oui. Oui, Oui, bonjour, j'ai une question par rapport à la synchronisation. oui, Moi, j'utilise à la fois, j'ai deux téléphones portables et un PC. Et en d'accord. fait, j'ai du mal à synchroniser. Je n'arrive pas systématiquement à voir sur le PC et sur l'autre portable, parce que j'ai travaillé avec un GSM. Ok. Alors, quand c'est pour tes propres fichiers, il faut bien cocher qu'ils sont enregistrés dans le cloud. Parce que par défaut, en fait, on n'enregistre pas dans le cloud. On laisse les apps. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre sur cette appli, c'est que tout est calculé localement dans l'appareil. Donc quand vous faites un enregistrement, c'est calculé localement, il n'y a rien qui est envoyé sur internet pour des questions de confidentialité, évidemment. Donc quand vous allez dans les préférences, vous avez la possibilité de changer les options de confidentialité. Je peux vous montrer si vous voulez. Alors attends, je vais lancer l'appli. Hop, hop. Je lance l'appli et on va les partager. Voilà. Donc si je fais ça, normalement vous devriez l'avoir sur mon écran. Donc, quand tu vas dans paramètres, alors l'interface peut changer un petit peu selon la version que vous avez. Ça, c'est la dernière interface et c'est la version de bureau où on a la possibilité de mettre le menu à gauche. Alors, si vous voulez voir cette dernière interface qui, en fait, est celle de la version 26, c'est-à-dire qui va sortir dans le mois à venir, en tout cas avant la fin de l'année, si vous voulez cette nouvelle interface qui est plus jolie en particulier sur la page d'accueil ici, c'est aussi dans les paramètres. Vous allez dans fonctions expérimentales et là, vous avez des fonctions secrètes qui sont ici. Moi, j'ai tout coché évidemment parce que je suis en expérimental. Il y a des choses qui peuvent... Attends, je vais changer un peu la taille. Voilà. Il y a des choses qui peuvent éventuellement ne pas bien marcher, mais ça y est, tout est à peu près stable pour la dernière version. Donc, si vous voulez être un peu en avant-première et voir tout, vous pouvez cocher tout ça. Euh, vous pouvez cocher le menu permanent à gauche, qui est celui-là pour avoir une interface de bureau. Et éventuellement, si vous avez un deuxième écran, il y a cette fonction qui est nouvelle, qui est intéressante, qui vous permet d'afficher les écrans d'analyse que vous avez sur votre écran sur un deuxième écran. Donc à chaque fois que vous ouvrez un écran d'analyse ou le détail d'une fleur ou de choses comme ça, si vous avez un deuxième écran qui fait face à votre client, en fait, le client va voir simplement l'écran d'analyse avec, par exemple, les méridiens ou les chakras ou les choses comme ça. Donc ça, c'est assez sympa parce que quand vous êtes en rendez-vous avec un client, si vous avez un deuxième écran qui fait face au client, il peut participer en fait et voir la même chose que ce que vous voyez à l'écran, mais sans avoir toute l'interface, uniquement en ayant la carte. Donc c'est pas encore complètement finalisé, mais si vous voulez le tester, vous pouvez cocher cette case-là. Donc tout ça, c'est dans les paramètres des fonctions expérimentales. Donc, comme leur nom l'indique, elles peuvent être encore pas complètement finalisées. Pour ta question à toi concernant l'enregistrement dans le cloud, dans les paramètres, vous avez confidentialité ici. Et là, vous pouvez choisir un niveau de confidentialité entre 7 sur 10 et 10 sur 10. Si jamais vous cochez 10 sur 10, vous ne pouvez plus enregistrer dans le cloud et vous n'avez pas accès aux IA. C'est-à-dire que là, on s'assure que tout ce que vous faites sur votre appareil reste sur votre appareil, n'est jamais envoyé dans le cloud. Si jamais vous descendez à 9, 8 ou 7, vous avez donc des niveaux qui permettent de partager de plus en plus de choses. Et donc là, en l'occurrence, ce que je vous conseille, c'est de rester au 7 sur 10, qui vous permet d'envoyer dans le cloud et d'utiliser les IA. Et ça va enregistrer tous les fichiers par défaut sur le cloud sécurisé. C'est-à-dire que même avec le 8 sur 10, vous avez ça. Le 7 sur 10, ça nous permet aussi d'utiliser les résultats anonymisés pour faire des études. Donc le 8 sur 10 suffirait. Si jamais vous cochez 8 sur 10, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous les enregistrements que vous faites vont être par défaut envoyés dans le cloud. Et il faut évidemment qu'ils soient envoyés dans le cloud,
pour qu'il puisse être ouvert sur vos différents téléphones, ordinateurs, et cetera, si vous êtes connecté avec votre compte depuis plusieurs appareils. Si jamais vous ne faites pas ça, il va falloir le faire à la main, un par un. Et donc là, quand vous... Attends, je vais prendre mon compte, par exemple. Quand vous prenez une exploration, vous descendez ici, et là, vous voyez dans les dernières options, partager, sauvegarder dans le nuage ou pas. Si jamais, ici, il faut cocher sauver sur Biocohérence Cloud. Si jamais vous le décochez, ça veut dire que cet enregistrement ne reste que sur votre téléphone ou que sur votre ordinateur, mais il ne pourra pas être ouvert ailleurs. Si jamais vous le cochez, ça va être enregistré dans le cloud et du coup, il va être disponible dans la liste de tous les fichiers que vous avez quand vous faites ouvrir une exploration. Alors, juste un mot sur le Biocoherence Cloud. C'est un ordinateur, enfin, c'est un serveur qu'on contrôle nous-mêmes, sur lequel il n'y a que Biocohérence et qui est entièrement administré par nous et qui n'est pas chez Amazon ou autre, etc. C'est un serveur qu'on administre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut garantir dessus qu'il n'y a que Biocohérence qui a accès à ça et personne d'autre. Donc, quand vous enregistrez des données dans le cloud, elles arrivent sur un ordinateur qui est géré par nous et c'est donc sécurisé au maximum de ce qu'on peut faire au niveau sécurisation. Donc le fait d'enregistrer dans le cloud, on préfère dire qu'il y a un risque en plus de le laisser sur votre ordinateur, évidemment, puisque ça veut dire qu'on envoie une copie sur un serveur, donc forcément, il y a un risque en plus. Mais ce risque est extrêmement... Donc quand on va dans confidentialité, on explique tout ça. Ce risque est extrêmement limité par le fait que on est sur un cloud sécurisé qu'on administre nous-mêmes et non pas un cloud partagé chez Amazon ou autres fournisseurs sur lesquels on ne sait pas trop ce qu'ils font avec les données. Donc, est-ce que ça répond à ta question et est-ce que tu penses que c'était ça le problème pour toi ou est-ce que... Je pensais avoir demandé une sauvegarde sur le cloud, donc je vais revérifier. Je te D'accord, tiens au courant. Sur les enregistrements, j'avais une autre petite question. oui, Si maintenant je fais un enregistrement à travers l'application, oui, est-ce que je peux récupérer, moi, cet enregistrement sur mon ordinateur, mais oui, c'est de la même je le manière. mets sur l'ordinateur, mais est-ce que je le vois? Est-ce que je pourrais le repartager? Alors, redis-moi ta question parce que j'ai pas bien compris la subtilité. Si je fais un enregistrement, Oui. est-ce que cet enregistrement, il est propriétaire de l'application ou éventuellement je peux le prendre et le mettre dans une autre application, par exemple? Ah! Non, tu peux pas vraiment enfin, tu peux exporter le PDF, par exemple, et avec le Oui, PDF, tu peux faire, ce que tu veux, si tu veux le copier-coller le texte, dans un document pour faire un document toi-même ou je sais pas quoi. Mais je connais pas d'autres applications avec lesquelles on pourrait, ouvrir l'enregistrement. Tu voudrais dire une autre application qui permettrait de faire l'analyse d'un enregistrement d'un ECG, c'est ça? voilà, oui. Oui, alors ça, on n'a pas d'export de l'enregistrement, non. Mmh. Ça D'accord. pourrait éventuellement se faire si un jour c'était nécessaire, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas forcément on a une possibilité d'importer depuis, en particulier depuis, une Apple Watch. Donc si tu fais un enregistrement avec une Apple Watch, il va se retrouver dans le dossier santé de l'application Apple et là, si tu ouvres l'application sur iOS, tu peux importer, tous les enregistrements qui sont déjà faits dans ton application santé. On n'a malheureusement pas d'autorisation de la part d'Apple pour exporter vers l'application santé les enregistrements, ça n'existe pas. Mais on pourrait, pourquoi pas, dire qu'un jour, on pourrait faire un export de l'enregistrement brut pour l'analyser sur un autre logiciel, j'ai rien contre. Je ne sais pas s'il y a des formats standards pour les électrocardiogrammes ou pas, parce que s'il faut commencer à faire des exports spécifiques pour chaque logiciel, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais si... Je pensais à ça pour faire des sauvegardes, parce que bon, j'ai déjà écrasé des fichiers, par erreur et Ah bon. oui, ah bah, à partir du moment où ils sont dans le cloud, nous, ils sont enregistrés et sauvegardés. Ensuite, les fichiers qui sont enregistrés dans Biocohérence ne sont pas enregistrés sous forme de fichiers individuels dans ton document, dans ton dossier de documents, par exemple. Ils sont enregistrés directement dans l'application, dans un dossier spécial. Donc, tu n'y as pas accès tel quel. Mais oui, une sauvegarde ou autre, ou un export, pourquoi pas. C'est vrai que c'est une idée. Ça faisait pas forcément partie des priorités de ce qu'on voulait faire, mais c'est sûr que d'avoir un export d'une manière ou d'une autre, mais ça, si on fait une sauvegarde, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on fasse une fonction pour réimporter le fichier dans l'autre sens. Oui, Mmh. évidemment. Mais bon, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. Merci. Est-ce que, quelqu'un d'autre a une question ou un témoignage, Oui, une moi remarque? j'ai Oui? plusieurs Eh questions ben, vas-y, très bien. aussi. Bonjour, donc Bonjour. moi c'est, les fleurs, ah oui, il y a des nombres dans les fleurs. Oui,
Alors, quel est le bon nom? Alors, les nombres qui sont dans les fleurs, c'est ce qu'on a appelé le score de cohérence intégrale. Et ce score, en fait, c'est un calcul de tout ce qu'on calcule sur, chacun des biomarqueurs et qu'on normalise entre 0 et 100. Donc, si tu es à 0, en pratique, j'ai jamais vu de 0, hein, mais bon, si tu es à 0, c'est très, très mauvais. Si tu es à 100, c'est excellent. Donc, plus tu vas être plus tu vas avoir ce numéro élevé, plus ça veut dire que, le score de cohérence intégrale lié à ce biomarqueur est bon. Alors ce score, il tient compte de, tous les niveaux d'analyse qu'on fait et vous savez qu'on a un niveau, on a au moins 5 analyses qui sont faites, les unes à la suite des autres. Le tout premier niveau, ça va être l'énergie qui est liée à ce biomarqueur. Ensuite, on va avoir l'agitation. Ensuite, on va avoir des qualités harmoniques qui sont ce qu'on a appelé l'attention, l'intention et l'horizon. Donc tout ça, c'est des informations qu'on a à côté d'un biomarqueur. Attendez, je vais en ouvrir un, ce sera beaucoup plus clair. Donc si je vais ici, et j'ouvre, par exemple, quelque chose qui est lié à un chakra. Attendez, je vais partager mon écran. Hop, pourquoi est-ce qu'il ne veut plus partager? OK. Attends, ici, une pause de partage. Hop, et on est reparti. Voilà. Donc si tu prends un chakra, tiens d'ailleurs, je peux vous montrer ce qui se passe de l'autre côté, bon non, c'est pas grave. Donc tu prends un chakra, tu cliques dessus et là tu as les informations. Voilà. Donc toutes ces informations-là, le premier niveau qu'on a, c'est le niveau d'énergie qui est ici, sur la gauche. Le deuxième niveau, c'est le niveau d'agitation qui est ici en bas et ça nous donne la position du pétale. Donc en l'occurrence, on est sur une agitation moyenne, sur une énergie élevée, donc on va être en adaptation ici. Ensuite, on a un niveau qui nous donne des qualités, donc l'attention, ici faible contrôle, l'intention chaotique, l'horizon, c'est plutôt du court terme, et le cycle principal, ça c'est le genre de choses qu'on utilise, par exemple en ostéopathie, pour voir d'une certaine manière, combien de respirations par minute on a sur cet élément particulier. Donc là, par exemple, notre chakra couronne, il a un cycle principal de 23 secondes, c'est-à-dire qu'il fait 2,5 cycles par minute. Donc on peut imaginer que 2,5 fois par minute, il va grossir, rétrécir, ou son énergie va augmenter, rétrécir, des choses comme ça. Tous ces éléments-là, ensuite, on a la qualité des liens. Donc, avec quels autres chakras il est lié, combien de connexions il a, quelle solidité, quelle diffusion. Tout ça va rentrer dans ce chiffre ici, qui est 75, en l'occurrence, donc qui est plutôt très bon. Qui veut dire que notre chakra couronne, en ce moment, il se porte plutôt très bien. Donc, si c'est sur fond vert, c'est-à-dire au-delà de 70, vous l'interprétez comme c'est très bon. Tout ce qui est globalement au-dessus de 60, c'est plutôt pas mal. Entre 40 et 60, c'est moyen et en dessous de 40, ça commence à devenir vraiment problématique. Vous avez le récap de tout ça quand vous allez dans donc biomarqueurs et si vous descendez sur prévalence, ici vous avez, la répartition de tous les biomarqueurs, en fonction des différents pétales, mais aussi en fonction de l'attention, de l'intention, de l'horizon, des cycles, et de la cohérence. Donc là, vous pouvez voir tous ceux qui sont près de 0 par exemple, près de 10, là ensuite j'en ai entre 40 et 49 et cetera. Donc vous pouvez avoir un petit coup d'œil de tous ceux qui sont problématiques. Ça, c'est éventuellement un bon point d'entrée pour voir quels sont les éléments les plus faibles de l'organisme de la personne que vous êtes en train d'analyser. Mais quand vous êtes sur n'importe quel écran, si vous regardez un certain biomarqueur, donc là, vous avez un petit point vert, par exemple, ça veut dire que tout va bien. Là, tout est en vert. Celui-là, par exemple, il n'est pas vert. Donc, on va cliquer dessus et on va voir qu'on est à 61. Bon, 61, c'est pas encore inquiétant, tu vois. Mais si jamais tu en vois en rouge, là, ça veut dire que c'est inquiétant. Alors, comment interpréter ça, vous, dans votre pratique quotidienne? Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de ce chiffre. C'est-à-dire, vous faites un enregistrement, ensuite vous faites, votre action thérapeutique, quelle qu'elle soit, ensuite vous faites une réévaluation et là, vous regardez comment les choses évoluent. Donc si vous en aviez un qui était particulièrement faible et que vous faites une action et que ça bouge pas, ça veut dire que vous n'avez pas tapé au bon endroit. Si jamais ça bouge, globalement et que ça va vers le haut,
ça veut dire qu'effectivement la personne répond bien à ce que vous êtes en train de faire et que donc vous pouvez continuer ce mode d'action. Idem si la personne évidemment fait une évaluation à distance, vous pouvez suivre ça à distance et vous pouvez voir ce chiffre. J'ai tendance à dire que, tous les biomarqueurs qui sont en dessous de 40, ça mérite, de se pencher sur la question, mais c'est pas forcément le seul point sur lequel vous allez vous concentrer. Vous allez probablement vous concentrer sur les priorités. Donc quand on va dans priorités, ici, vous allez avoir des choses qui sont déjà sélectionnées par le logiciel, et sur chacune de ces priorités, vous pouvez cliquer et voir le numéro. Vous voyez que là, j'ai une priorité qui est 59, donc ça pourrait être plutôt pas mal, mais ça passe quand même en priorité. 59, 61. Bon, ça veut dire que globalement, ils sont tous relativement hauts, je pense. J'ai même des verts qui sont en priorité. Alors, pourquoi? Vous allez me dire: «C'est pas logique». Si j'ai des choses qui sont vertes et ça veut dire que c'est plutôt un biomarqueur, pourquoi est-ce que ça se retrouve en priorité? Eh ben, parce qu'il ne faut pas forcément commencer par tout ce qui va mal dans le corps. Il faut commencer par les éléments qui sont aussi le plus susceptibles de bouger maintenant, et d'aider d'autres choses à bouger. Et donc quand on fait notre calcul de priorité, on va voir évidemment, ce qui est le plus fatigué, ce qui va le plus mal et cetera. Mais on va aussi voir, quels sont les éléments qui sont les plus mobiles et sur lesquels on peut le plus agir aujourd'hui. C'est l'histoire des pelures d'oignon. Vous savez, on a plein de problèmes et ces problèmes, il y a un problème au cœur et ensuite on a fait une couche de protection, une autre couche de protection, une autre couche de protection et cetera et on se retrouve avec 15 couches de protection les unes autour des autres. Est-ce qu'on veut rentrer directement dans le problème qui est tout au fond, et tout faire exploser? Ou est-ce qu'on veut commencer à enlever les pelures les unes après les autres et y aller un petit peu plus doucement, et un petit peu plus, en respect, on va dire, avec la manière dont l'organisme fonctionne, la manière qu'a l'organisme de fonctionner aujourd'hui? Schématiquement, si vous allez directement au cœur de l'oignon, ça veut dire que vous faites tout exploser pour arriver au cœur et je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, quand on parle de médecine douce. C'est peut-être celle qui va faire le plus bouger les choses, mais ça risque aussi de créer des effets qui sont, assez désagréables pour la personne. Donc quand on fait notre calcul de priorité et qu'on dit: «Aujourd'hui, on va s'intéresser, à toutes ces priorités-là et avec toutes ces ressources-là», et ben, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde quel est le meilleur chemin pour rentrer dans cet oignon sans faire tout exploser. C'est-à-dire avec le respect de l'intégrité de la personne telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est quand même vachement important. On va donner au fait aux gens une voie d'entrée sur les problèmes qu'ils ont à régler, en cherchant les éléments qui sont le plus mobiles aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont le plus à l'extérieur de ces pelures d'oignon, heu et en et en trouvant un chemin qui va pas forcément régler les choses à la seconde, mais qui va, respecter l'intégrité et le rythme propre de la personne et qui donc va sans doute nécessiter peut-être, plusieurs explorations, plusieurs mois, de travail, parce que, vous savez bien que quand on en arrive à avoir des problèmes qui sont compliqués, en général, ça nécessite un petit peu de temps pour détricoter toute la pelote de laine qui a été faite autour. Donc voilà, j'ai un petit peu débordé du sujet de ce que c'est que le corps de cohérence intégrale, mais j'espère que ça te donne quelques clés pour comprendre. Donc, Oui on va dire d'une et manière générale, plus ce score est élevé, mieux c'est, mais c'est une sorte de synthèse de de tout ce qu'il y a autour, mais c'est pas non plus forcément la seule clé de lecture que vous devez avoir quand vous faites une analyse. Voilà. l'impact inversé alors? Pardon? L'impact inversé. Ah, l'impact inversé, intéressant. Mmh. Alors ça, c'est quand on va je vais repartager, heu, quand on va dans un biomarqueur et qu'on va dans fréquence. Attends, il faut que je réduise un petit peu ma fenêtre. Hop, comme ça, on va y arriver. Attends, je vais déplacer, sinon on arrive comme ça, voilà, histoire que vous voyez tout. Donc, quand vous êtes sur un biomarqueur, vous avez ici ce qu'on a appelé maintenant le centre de contrôle des biomarqueurs. Donc, vous cliquez sur n'importe quel biomarqueur, vous allez voir, des informations, la qualité des liens, des informations écrites, des choses comme ça. Vous allez pouvoir directement dialoguer avec des IA qui sont en liaison avec ce biomarqueur. Donc ça vous fait une sélection de toutes les IA qui peuvent vous aider sur ce biomarqueur particulier. Les tests que vous pouvez faire qui sont liés à ce biomarqueur, donc beaucoup de choses différentes, mais aussi, par exemple, pourquoi pas des antidépresseurs, des anti-inflammatoires, des antipsychotiques, tout ça, c'est des profils de médicaments. Je crois que je vous en ai parlé la dernière fois, mais si jamais c'est pas clair, on en reparlera après. Et vous avez surtout les fréquences. Et donc quand on va dans les fréquences,
on peut élargir en cliquant sur le titre, et là, vous allez avoir la fréquence générale de la structure de notre méridien du foie, et vous allez avoir tous les stimuli à intégrer avec un impact possible de chacun de ces stimuli. Donc, chacun de ces programmes bleus, c'est des choses qu'on va rajouter par-dessus les fréquences de résonance de la structure. Donc, si vous ajoutez la structure, uniquement la structure dans votre plan de fréquence, c'est ce qui se passe quand vous faites un plan de fréquence automatique, vous avez uniquement la structure. Ça veut dire que vous allez, quand les fréquences audio vont jouer dans le boost harmonique, vous allez faire vibrer, en l'occurrence, votre méridien du foie pour le mobiliser. OK? Pour le remobiliser sur ses propres fréquences de résonance, et donc pour utiliser ses propres fréquences de résonance, peut-être pour soigner d'autres choses qui sont dans votre corps, ou peut-être pour travailler sur lui-même. Ta question, c'est qu'est-ce que c'est que les impacts ici sur les stimuli? Donc, si vous commencez à rajouter un stimulus, donc par exemple, on a notre méridien du foie, on va rajouter la testostérone. Hop, j'appuie sur le petit plus, et maintenant, en fait, quand on va émettre les fréquences du foie, on va ajouter en plus, on va encoder en plus le message de stimuler la molécule, l'hormone qui est liée à la testostérone. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va jouer les fréquences qui permettent de mettre le foie en vibration, en mobilité, c'est-à-dire qu'on va le mobiliser sa propre énergie, et on va rajouter en plus des fréquences qui sont particulières et qui permettent de stimuler la production de testostérone. Donc en fait, on va émettre les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on va diriger les fréquences qui permettent de stimuler la production de testostérone dans la structure de notre méridien du foie. Ici, les impacts, ils sont calculés en fonction de tout ce qui est donné comme liaison avec la testostérone. Je ne sais pas pourquoi c'est resté en anglais, ça doit être en français. Ça doit être en français chez vous normalement. En fait, la testostérone est liée à tout un ensemble de structures, et on a analysé toutes ces différentes structures dans votre enregistrement. Et donc, on peut vous dire que vous avez un petit peu besoin de ces fréquences de testostérone parce que ça va améliorer telle et telle structure qui sont liées à la testostérone. Et donc, vous avez un faible impact, mais quand même un impact positif, donc vert, parce que si vous émettez ces fréquences de testostérone, ça va améliorer différentes structures qui sont dans votre corps et qui ont besoin de ça. Donc, par exemple, en l'occurrence, je ne sais pas, mais on pourra aller regarder le détail de ce que c'est qui est lié à la testostérone tout à l'heure, si vous voulez, je vous montrerai comment. Là, on en a d'autres où il n'y a aucun impact. C'est classé par ordre d'impact. Et ensuite, on en a qui sont en impact inversé. Et l'impact inversé, ça veut dire que les choses qui sont liées à ces différents programmes de stimulus n'ont pas besoin, ou voire sont déjà trop dans un certain sens. Et donc, si on stimulait cela, en fait, ça apporterait rien. Donc, imaginez que, par exemple, on a, je dis n'importe quoi, hein, mais bon, voilà, on a une fréquence qui est liée à la pousse des cheveux humains. Il se trouve que notre biomarqueur qui est lié aux cheveux, il est déjà très bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on ajoute celui-là? En fait, on va avoir un impact inversé parce que ça ne sert à rien d'améliorer la structure des cheveux avec un stimulus sur les cheveux humains, parce que notre biomarqueur des cheveux, il est déjà excellent. OK? Est-ce que ça te paraît logique? Oui. Donc la logique, c'est de dire chacun de ces stimulus va venir en vrai stimuler certains biomarqueurs. Et certains sont nécessaires, donc là on a faible impact. On peut avoir fort impact, ça peut arriver, hein, évidemment, mais certains ne sont pas nécessaires. Et quand on est en inversé, ça veut dire qu'ils sont vraiment tellement pas nécessaires que on risque même d'avoir un effet inverse. Ça peut arriver. C'est-à-dire que en pratique, ça n'arrivera pas d'avoir un effet inverse sur ce genre d'exemple-là. C'est-à-dire, si vous avez si vous avez une structure des cheveux qui est déjà très bonne et que vous ajoutez le stimulus de pousse des cheveux, ça ne va pas vous dégrader votre biomarqueur des cheveux. Donc, on dit impact inversé dans certains cas particuliers. Par exemple, si vous avez... il faudrait que je vous trouve un exemple particulier. J'en ai pas un qui vient là en tête. Mais c'est plus un résultat du calcul mathématique de tout ce qu'on va avoir comme impact dans les structures. Que vraiment l'effet inverse qui va se passer, on va dire. Je vous avais dit que je vous montrerai éventuellement comment est-ce qu'on calcule cet impact pour la testostérone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les listes. Donc, on va retourner sur
Non, pardon, on va retourner sur l'accueil de l'exploration et on va aller dans nos listes et éléments, et pardon, dans structure et stimulus, et là on va rechercher. Donc pour rechercher, hop, il faut que j'agrandisse un petit peu les fenêtres. Donc là je recherche, et on va faire testostérone, mais en fait on cherche une fréquence. Testostérone. Voilà, résonance de structure et de stimulus, on doit l'avoir ici. Hormones, c'était ça, et là on a testostérone. Et là tu vois, on retrouve notre plus 22 faible impact. C'est la même valeur hein, que ce qu'on avait tout à l'heure. Et en fait, ça, c'est calculé parce que la testostérone va agir sur tous ces éléments-là. Si tu cliques dessus, on se retrouve avec notre centre d'information ici aussi, qui devrait théoriquement te donner plus d'informations. Est-ce que ça ne le fait pas? Normalement, on devrait avoir en dessous la liste de tout. Alors, peut-être que c'est envoyé, peut-être que... Bon, bref. Normalement, ici, en dessous, quand on clique, on devrait avoir cette liste avec plus de détails. Donc ça m'a l'air d'être une option de version, histoire de voir tout ce qui est impacté par la testostérone. Donc là, on voit le début de la liste, tu vois, stabilité émotionnelle, le foie, drive, liver, le zinc, samana qui est un sous-dosha, la confiance, etc. Et on voit aussi dans quel sens c'est censé améliorer ou diminuer les choses. Donc, si jamais tu veux vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on a calculé le faible impact, tu peux avoir le détail du calcul qui est ici. Mais en pratique, dans ta pratique de tous les jours, ce qui compte pour toi, c'est de prendre ceux qui ont un impact important et en priorité de travailler sur ces stimuli-là quand tu les rajoutes sur les structures. Tu peux aussi, petite astuce, tu peux passer par les aides IA. Juste, je vous le redis parce que c'est quand même important de le savoir. Quand vous passez dans les assistants IA, vous avez tous les assistants sur fond vert qui sont ceux qui peuvent vous aider sur les structures et tous les assistants sur fond bleu qui sont ceux qui peuvent vous aider sur les stimuli. Donc, quand vous prenez par exemple, le spécialiste des chromosomes ou du soutien émotionnel ou du post-opération, eh ben, eux, ils vont regarder tout ce que vous avez déjà mis dans vos priorités, donc ici, et tout ce qui est déjà dans votre boost harmonique, avec déjà aussi les stimuli existants. Ils vont analyser tout ça et ils vont faire des recommandations en disant ce serait intéressant de rajouter tel stimulus sur telle structure pour améliorer le plan. Et donc chacun a sa spécialité, comme tous les assistants. Et donc n'hésitez pas à demander, à commencer une discussion avec un assistant, le psy, l'expert en spiritualité, en parasite, etc. Et lui, il va en fait analyser votre programme et vous faire des recommandations et rajouter directement quelques stimuli sur le programme. Donc ça, c'est une bonne manière de faire les choses aussi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui. Ok, super. Est-ce que tu as d'autres questions? Bon. Ça, il y avait, il y a une croix comme ça avec les pathogènes, je ne sais plus dans quelle disposition, énergie, organe, source avec pathogène, je ne sais plus. Ah oui, ok, je vois. Alors, on y va. Et il y en a qui se rapprochent plus ou moins du centre, il y en a qui sont plus ou moins gros. Ouais, c'est une très bonne question. Donc, alors attends, parce que je sais pas ce qu'il a mon truc, mais dès que je change d'écran, ça bloque les fenêtres et il faut que je le remette. Un petit bug. Si je fais ça. Oui, voilà, c'est bon. Donc, ce dont tu me parles, c'est sur énergie, organisme. Donc, les organismes. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup développé cet écran et en particulier, j'ai pas fait d'aide en ligne très développée et ça fait partie des choses qu'il faut qu'on rajoute. On a ici un classement donc on a à peu près 200 structures de micro-organismes qui sont... Attends, ton écran est bloqué encore, c'est bien. Hop, hop, voilà. Je préfère toujours pour de vrai. Donc, on a à peu près 200 micro-organismes qui sont en structure. Donc, on a des micro-organismes qui sont en stimulus pour rajouter
des corrections. Donc là, c'est si vous allez vouloir travailler sur l'ADN d'un micro-organisme particulier. Mais là, ici, dans le côté analyse, on est en train de parler des organismes qui sont en structure. Ça veut dire que quand on fait l'enregistrement, on a une lecture directe de l'état de tous ces micro-organismes. Vous en avez une petite vingtaine, quelque chose comme ça, qui sont les communs. Ensuite, vous en avez une cinquantaine ou une centaine qui sont un peu plus. Et ensuite, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, vous cliquez sur tous. Et là, vous avez plus de 200 micro-organismes. On va rester sur les communs pour l'instant. Et les communs, c'est tous ceux qui sont symbiotiques. Donc, les symbiotiques, c'est en particulier la flore intestinale, la flore vaginale, etc., etc. Donc, des micro-organismes qui sont bons pour vous et qui sont censés être présents chez tout le monde. Et vous avez les virus ou bactéries les plus communs qui sont liés aux maladies bénignes habituelles et par exemple l'herpès, les choses comme ça, qui sont des choses que à peu près tout le monde a aussi. On a divisé ça le cadran en 4 parties. Et en fait, ces 4 parties, c'est en haut à gauche, on a les virus en vert. En haut à droite, on a les bactéries en rouge. En bas à gauche, on a les champignons en bleu. Et en bas à droite, on a les parasites. Ouais, il faut qu'on en affiche un peu plus, en rose. Ensuite, vous avez 2 axes. Vous avez l'axe de l'énergie et l'axe de l'agitation. Et plus on est près du centre, plus ça veut dire qu'on a des micro-organismes qui sont très énergétiques, très agités. Et notre clé d'analyse, c'est de dire que plus ils sont près du centre, plus ils ont de l'énergie et de l'agitation, plus ça veut dire qu'il faut s'intéresser à eux. Donc par exemple, ici au niveau des champignons, on a celui-là qui est le plus proche du centre et qui est lié à 2 autres. Comme vous pouvez voir, quand je clique dessus, ça nous donne les liaisons énergétiques. Et donc, on peut en savoir un petit peu plus quand on clique dessus et qu'on a un petit peu plus d'informations sur ce que ça peut faire ou autre. Encore une fois, ça vous devez l'avoir en français, mais comme j'étais en anglais, je viens de passer en français pour le live. Il n'a pas du tout changé. Donc, vous avez des informations là-dessus. Vous pouvez voir à quoi c'est lié aussi. Et donc ça, quand vous cliquez dessus, vous avez aussi des informations. Et ça vous permet de voir si c'est effectivement quelque chose qui concerne votre analyse en cours ou pas. Et si ça vous concerne, vous cliquez sur le petit plus et hop, c'est rajouté à vos priorités et à vos plans de fréquence. Donc, pour répondre à ta question, toi, d'un point de vue utilisation quotidienne de biocohérence, à quoi vous vous intéressez? À ceux qui sont le plus proches du centre. Donc, ils sont en général le plus gros aussi, le plus proche du centre. Vous regardez ce que c'est. Donc, tu vois là le papillomavirus humain. En ce moment, il est plutôt énergisé, assez agité. Ça veut dire qu'il se passe peut-être quelque chose concernant le papillomavirus humain pour la personne que j'ai enregistrée en ce moment. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui me paraît intéressant à rajouter sur l'exploration d'aujourd'hui, sachant que les organismes ne sont jamais ajoutés par défaut dans les priorités automatiques. Ça, c'est quelque chose que vous devez toujours rajouter à la main. Donc c'est intéressant que tu me poses cette question, parce que c'est un des écrans qui est le moins documenté, et c'est en plus un des écrans sur lequel vous devriez, vous, en tant que professionnel, aller de manière manuelle, si jamais vous avez envie de rajouter du travail sur les micro-organismes. Donc ce qu'il faut retenir, tous ceux qui sont le plus proches du centre, vous les regardez. Streptococcus mutans, est-ce que c'est intéressant pour moi? Escherichia coli, est-ce que c'est intéressant pour moi? Et surtout, est-ce que c'est en liaison avec d'autres choses? Là, vous voyez, quand vous cliquez dessus, Oui, souvent on voit ça, oui. ouais, quand vous cliquez dessus, il y a uniquement ceux avec lesquels c'est en liaison qui sont affichés. Et vous voyez qu'ils sont éventuellement nourris ou qui nourrissent d'autres éléments. Et si vous voulez plus de détails, vous cliquez dessus. Ça reçoit de, ça envoie à. Ça veut dire qu'il y a des fréquences de résonance en commun avec tout ça. Et ça veut dire qu'il y a potentiellement un échange d'énergie et d'informations entre ces différents parasites. On ne les met pas dans les priorités. Pardon, excuse-moi, je termine juste ma phrase. On ne les met pas dans les priorités automatiques parce que justement, c'est quelque chose qu'on considère comme ayant besoin de plus de recul et plus d'expertise d'un professionnel. Et donc, c'est pour ça que ça va vraiment être, ça va faire partie des choses que vous faites. Oui, dis-moi, Isabelle. Bonjour. Oui, mais du coup, ça fait partie de la question. C'était du coup, s'ils sont tous en corrélation, ça devient logique de les ajouter ensemble. Oui, je pense que plus il y a de corrélations, plus c'est intéressant de les ajouter et éventuellement de les ajouter ensemble parce que ça veut vous savez que, bon, dans la médecine officielle, on va vous dire: «Ah, vous avez un virus, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans votre corps, c'est juste un virus qui vient mettre le bazar».
où vous avez une bactérie ou machin, et personne va regarder ce qui se passe à côté. Nous, ce qu'on fait avec Biocohérence, c'est très différent, c'est qu'on va vous dire: «Ah oui, effectivement, vous avez tel virus dans votre corps, ou l'empreinte énergétique qui est liée à ce virus-là, mais surtout, on voit qu'il est en train de travailler de concert avec telle bactérie ou tel champignon, et donc peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose qui est une sorte de travail conjoint de différents virus. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est pas forcément tuer le virus d'un coup d'antibiotique, enfin, pardon, la bactérie d'un coup d'antibiotique, ou se débarrasser du virus et ne pas savoir pourquoi est-ce qu'il était là, parce que quand on raisonne d'une manière systémique, tout ce qui nous arrive a une raison d'être. Si on a un virus ou si on a une bactérie, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que peut-être qu'il y a trop d'énergie sur un certain chose et que le virus, il est là pour la manger, tu vois? Ou la bactérie, pour réguler quelque chose peut-être. Ça veut surtout dire qu'il y a probablement un gros déséquilibre quelque part qui a laissé du terrain à ce virus ou cette bactérie. Et c'est là que c'est intéressant de voir que tiens, merci. C'est là que c'est intéressant merci de mettre ton image, ouais. C'est là que c'est intéressant de voir que, ces différents virus, et bactéries et champignons et cetera travaillent, conjointement et ont des fréquences de résonance en commun, parce que ça va vous donner une idée beaucoup plus claire de ce qui est en train de se passer et éventuellement quels sont les organes qui sont liés à ça et donc sur quoi est-ce qu'il faut travailler et là, avec un petit travail d'enquête que malheureusement, il y a un moment, on va pas pouvoir automatiser et ça va être à vous de le faire, bah, vous allez regarder, vous allez vous faire une image un petit peu plus, précise, vous allez regarder les descriptions de quels sont les organes ou autres qui sont habituellement liés à ces virus et bactéries et il y a des chances que ça vous donne une idée beaucoup plus précise de pourquoi est-ce que la personne, est affaiblie en ce moment, et c'est pas parce qu'elle a reçu ce virus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a invité ce virus, d'une certaine manière, et donc vous allez travailler sur le virus pour le rendre symbiotique au lieu d'être parasitaire, heu parce que la plupart des micro-organismes peuvent coexister dans notre organisme sans forcément poser des problèmes. Si jamais ils posent des problèmes, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part qui les rend parasitaires et ou qui les rend suractifs parce qu'il y a besoin de manger quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est Donc hyper voilà, intéressant justement, effectivement pour pouvoir, corréler tout ça et tous ces clients pour, on trouve des trucs sur l'analyse sanguine, mais il y a toujours le bordel et ils hébergent toujours des hôtes, des ci, des mi, des parasites et tout ça. c'est C'est ça. hyper intéressant pour ça, oui. Oui, et Super. il y a aussi en plus, le fait que parfois ça sort pas dans les analyses sanguines parce que c'est intracellulaire ou parce qu'une analyse sanguine, ça analyse tout ce qui déborde. Oui. Donc ça analyse les déchets, évidemment, et tout ce qui déborde. Donc, en général, ce qu'on fait avec une analyse sanguine, c'est qu'on regarde les déchets et on essaye d'en déduire, ou on regarde les déséquilibres dans certains taux d'hormones ou de choses comme ça, et on essaye d'en déduire ce qui a pu se passer dans un organe pour qu'on en arrive là. Et donc ça, c'est toute la science médicale qui fait cette déduction-là. Nous, on fait une lecture un peu différente puisqu'on fait une lecture énergétique directe. Ça veut dire que on est capable d'aller voir, au-delà de l'analyse sanguine, à l'intérieur de la cellule ou à l'intérieur des organes, comment est-ce qu'ils se portent. Mais il faut aussi comprendre qu'on ne fait pas une lecture directe de, est-ce qu'on voit ce virus physiquement ou cette bactérie physiquement dans le corps? On en fait une analyse indirecte en disant: «Oui, effectivement, il y a des fréquences qui sont liées à ce virus, et une agitation qui est liée à ça» et donc on a des effets qui sont similaires à ceux qui sont produits par ce virus. Donc c'est un petit peu comme une analyse sanguine, c'est une lecture indirecte de l'effet, mais ça nous donne des informations qui sont aussi différentes d'une analyse sanguine et donc c'est intéressant de pouvoir faire cette corrélation-là. Mais simplement quand vous voyez, je ne sais pas, si vous voyez virus de la dengue qui est, super agité, sautez pas au plafond en disant: «Ouh là là, il y a le virus de la dengue qui est en train de tout faire exploser». Ça peut aussi vouloir dire qu'on est sur des effets qui sont similaires à ceux qui sont créés par le virus de la dengue et donc on va avoir sans doute heu, des impacts qui sont similaires à ça, mais on n'a pas observé avec nos 2 minutes d'enregistrement d'un électrocardiogramme, on n'est pas allé faire une biopsie et regarder avec un microscope si on avait trouvé le virus de la dengue avec une analyse ADN et cetera et cetera. Donc, on a des choses qui sont mieux qu'une analyse sanguine, mais on a aussi des limitations. Il faut bien que vous gardiez ça en tête. Mmh. L'urgence, ouais, tout à fait. Bah, voilà, c'est ça, chaque analyse a ses avantages et ses inconvénients, et nous, l'avantage, c'est cette vision systémique des choses, mais l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas allé voir avec un microscope, si effectivement la chose était là ou pas. Maintenant, à part, à part une biopsie et une analyse ADN, je vois pas quel, système de la médecine officielle permet de confirmer qu'on a effectivement le virus de la dengue dans notre corps,
Si, il faut faire une amplification et un test PCR peut-être? Ouais, peut-être avec un test PCR. Mais bon, rien ne vous empêche, si vous travaillez avec des médecins ou que vous êtes médecin vous-même, de dire: «OK, ce truc-là, je vois sur Biocohérence qu'il y a un impact très fort, j'aimerais bien en avoir le cœur net. Est-ce que c'est effectivement le virus de la dengue que vous avez parce que vous revenez des îles et que vous avez des symptômes qui correspondent et que Biocohérence me dit que ce truc-là est super agité en ce moment?» et ben, allez faire un test PCR, tu vois? Ça peut être intéressant d'avoir cette confirmation. Ou alors vous dites, nous on travaille d'une manière systémique, on va travailler sur tout ce qu'il y a autour de ça, on va travailler sur les organes, sur les stimuli, sur la structure de l'organisme et cetera et il y a de grandes chances qu'on arrive à le réguler rien qu'avec nos plans de fréquence, les méditations guidées et cetera. Parce qu'en fait, en rééquilibrant, tous les paramètres qui ont permis finalement au virus de la dengue d'exploser dans ce corps et ben, on va, complètement atténuer ses effets. OK, Voilà. merci. Et pour voir ça, tu regardes la chaîne causale? Alors, tu peux regarder la chaîne causale, c'est une très bonne idée. Donc la chaîne causale, quand tu es ici et que tu ouvres, tu vois des éléments de la chaîne causale, mais uniquement qui sont liés à Escherichia coli et uniquement reliés à d'autres, organismes. Donc quand vous avez ici sur l'écran de le centre de contrôle d'un biomarqueur, quand vous avez des qualités de lien reçoit-envoie, c'est uniquement dans la même famille, pour les micro-organismes. Si vous allez dans écran et que vous cliquez sur chaîne causale, là, vous allez avoir des informations plus intéressantes. Vous allez retrouver vos mêmes 3 ici, qui étaient les mêmes 4, je veux dire, qui étaient ceux qu'on avait, sur notre, écran du biomarqueur. Mais si jamais vous décidez de descendre, dans d'autres, hop, voilà, pardon. Si jamais vous décidez de descendre, par exemple, pour voir votre Escherichia coli, à quel point d'acupuncture il est lié, ou à quels organes il est lié, ou à quel chakra il est lié, à quel élan, et ben, on fait point d'acupuncture et là, vous allez voir des choses beaucoup plus intéressantes, c'est-à-dire, vous allez voir qu'il y a 3 points d'acupuncture qui sont en train de nourrir Escherichia coli et là, si vous voulez travailler en acupuncture, vous pouvez travailler sur ST18, LA10, GB18, et vous allez pouvoir, les rééquilibrer, ce qui va sans doute rééquilibrer, dans la chaîne causale Escherichia coli. Vous avez ensuite ceux qui sont en dessous, qui sont nourris par Escherichia coli. Donc, ces 3 points d'acupuncture-là, ils sont plus énergétiques que Escherichia coli et donc ils lui donnent de l'énergie. Ceux qui sont en dessous, ils sont moins énergétiques et donc ils reçoivent de l'énergie. Ils ont tous des fréquences de résonance en commun avec Escherichia coli, mais il y a des transferts énergétiques et des transferts d'informations qui se font du haut vers le bas. Donc là, on envoie de l'information, là, on envoie de l'information et de l'énergie. Ça peut être intéressant de travailler aussi sur tout cela. BL36, BL24, GV13, TH10, OK. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous cliquez dessus, vous le mettez au milieu, vous pouvez continuer la chaîne causale ou vous pouvez cliquer dessus pour savoir ce que c'est que BL36, quelle utilisation on a, est-ce que c'est lié à ce qu'on fait? Et ben, ça peut être très intéressant, tu vois? Si c'est lié à ce qu'on fait, paf, je le rajoute, je ferme ça, je reviens sur Escherichia coli, donc à chaque fois, vous avez la chaîne qui se met ici. Donc si je vais très, très loin et que je vais dans, BL36, ensuite je vais dans ST1, je regarde un peu ce que c'est, ensuite je vais voir dans les organismes, non pardon, dans les moteurs on va dire, allez, je vais voir, bénévolence ou obsession compulsive, allez très bien, je vais voir obsession compulsive, hop, je clique au milieu, je vois à quoi c'est lié. En fait, tout le chemin de ce qu'on a fait dans notre chaîne causale, c'est-à-dire là, ce qu'on est en train de faire, c'est, on aimerait comprendre tout ce qui est lié à Escherichia coli, que ce soit des points d'acupuncture, que ce soit des organes ou que ce soit des émotions. Donc en fait, on se promène. Escherichia coli, on est descendu à BL36, on est descendu à ST1 et maintenant on est à obsessive compulsive. On se dit: «Ah ça m'a l'air d'être lié à Escherichia coli, donc je vais le rajouter dans mes priorités parce que je pense que ce mois-ci, il faut que je travaille sur, l'obsession compulsive». Et ensuite, vous pouvez remonter tout en haut de la chaîne, ou vous pouvez remonter pour voir quelles sont les autres choses qui sont liées, par exemple, à notre BL36. On le remet au centre et on continue à se promener. Donc ça, c'est une très bonne manière de trouver quels sont les différents éléments qui sont liés à Escherichia coli. Et si vous faites un travail en disant: «Je veux me concentrer ce mois-ci sur mon Escherichia coli» et donc j'enlève les priorités automatiques ou j'en rajoute simplement, à partir de là et je fais tout un travail de recherche dans ma chaîne causale, bah, c'est effectivement, comme tu dis, c'est une très bonne suggestion,
d'aller chercher dans la chaîne causale et de trouver tous les éléments qui sont liés à ce pathogène particulier. Et du coup, en travaillant sur l'ensemble de la chaîne causale, vous allez rééquilibrer tout ce qui se passe autour de ce pathogène et pourquoi est-ce que ce pathogène-là, en ce moment, nous pose problème. Donc oui, très bonne idée, merci. Excusez-moi encore. Ouais, vas-y, remets ta caméra si tu veux. Ouais. Oui. Si tu peux, oui. Pas très Ouais, cohérent avec ça. Du coup, la partie du bas, Oui. c'est Escherichia coli qui donne de l'énergie à ces trucs-là. C'est ça, de l'énergie ou de l'information. Donc, c'est une perte d'énergie pour la personne. Oui, c'est les points qui sont alimentés par Escherichia coli. Donc, tu peux l'interpréter de la manière suivante. Tu peux te dire que si Escherichia coli est en ce moment en train de proliférer dans cet organisme, ça veut dire qu'il y a besoin de lui d'une certaine manière. Donc, soit il y a trop d'énergie qui lui est donnée par les points qui sont au-dessus, soit il y a de l'énergie qui est demandée par les points en dessous. Dans tous les cas, c'est en liaison avec Escherichia coli, et plus les traits sont épais, plus cette liaison est forte. C'est-à-dire plus on a de points de résonance qui permettent de faire des échanges d'énergie et d'informations entre les deux. Les points de résonance, c'est comme si tu avais 2 diapasons dans la pièce. Si jamais tu as un 440, ou 3 diapasons, on va dire. Tu en as un qui est à 440, un autre qui est à 440, et un autre qui est à 360, par exemple. Bah, si tu tapes celui-là, celui à 440 va se mettre à vibrer, mais pas celui à 360. Okay, donc, on a la même fréquence de vibration entre notre Escherichia coli et entre d'autres biomarqueurs qui sont ici, mais pas avec celui-là. Donc, on sait que si on vibre celui-là, eh ben, on peut envoyer une information. Par exemple, tu le fais vibrer toutes les minutes. Celui-là, il va se mettre à vibrer toutes les minutes. Donc, tu donnes un coup toutes les minutes, il va faire comme ça. Et donc, l'autre, il va faire toutes les minutes. Et bien, ça, c'est une information. Ça veut dire, l'information, c'est un coup par minute. Tu vois? Et ben, lui, il reçoit cette information un coup par minute parce qu'il y a la même fréquence de vibration entre les deux. OK. OK? Et si tu dis qu'il envoie de l'énergie, ça veut dire que quand tu tapes ici, ça se met à vibrer, et ben, lui, il reçoit l'énergie pour se mettre à vibrer. OK? Donc, c'est pour ça que je te dis que quand on a une fréquence de vibration en commun qu'on a calculée, nous, dans notre chaîne causale, on peut envoyer à la fois de l'énergie et de l'information. C'est comme ça que ça marche physiquement, si tu veux. OK. Et une dernière question que je vais devoir filer pour bosser. Oui. Quand tu ajoutes donc des priorités, etc., que tu as ajoutées toi-même, les stimulus et tout ça, Oui. tout ça, ça va et sur le boost harmonique et sur la méditation? Oui, alors complètement. Sur les deux. Complètement. Quand tu rajoutes une priorité, ça va dans ta liste de priorités et ça rajoute aussi dans le boost harmonique. Tu as ensuite la possibilité d'ajouter des choses uniquement dans le boost harmonique si tu veux, auquel cas ce sera que dans le boost harmonique, mais en cliquant sur le petit plus à côté d'un boost harmonique. Donc par exemple, alors je vais te montrer. C'est dans un cas particulier parce qu'en général, quand tu as besoin de quelque chose, tu cliques sur le plus ici et ça l'ajoute à la fois Oui. dans les Je l'avais dans mes priorités. Et les priorités, c'est ça qui va nourrir ta méditation guidée, donc ton guide personnel, et dans le boost harmonique. Si jamais tu veux le mettre que dans le boost harmonique pour X ou Y raison, c'est-à-dire que tu ne veux pas faire la méditation dessus, mais tu aimerais bien l'avoir dans les fréquences, tu l'enlèves ici, tu cliques dessus, tu vas dans fréquences, et là, tu cliques sur le petit plus vert. Alors, tu vois que ça l'a mis ici par On ne défaut. le voit pas trop plus, je l'ai. Ah, En dessous d'énergie? non, à droite. Attends, je vais essayer de le mettre. Voilà, tac, clac. Ah OK. OK. Ici, le Oui, c'est ah le non, d'habitude. il OK. il aime bien disparaître. Attends, comment je fais pour le mettre à la bonne taille? Bon, tiens, c'est un peu petit. Là, on le voit. C'est un peu petit, mais ça marche. Voilà, c'est ça. Donc ici, quand tu rajoutes ici ou que tu enlèves ici, ça te met dans la liste de priorités qui va concerner le guide personnel. Ici, ça te le met dans ta liste des fréquences pour le boost harmonique. Attention que quand tu le mets dans le boost harmonique, par défaut, ça le met aussi. Tu vois, ça l'a coché aussi ici. Donc, si tu décoches les deux, quand tu fais le plus ici, ça rajoute les deux. Oui. Tac. Et quand tu décoches les deux, si tu fais le plus ici, ça rajoute dans les deux. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu fais le plus ici et ensuite tu l'enlèves. OK. C'est un petit peu tiré par les cheveux parce que c'est aussi un petit peu tiré par les cheveux de se dire que tu veux mettre quelque chose dans le boost harmonique et pas dans les méditations guidées. Donc, C'est juste le timing, je pense. voilà, au niveau timing, c'est exactement ça et tu as tout à fait raison de le dire. Tu peux rajouter autant de choses que tu veux dans le boost harmonique parce que, c'est quelque chose que tu fais d'une manière un peu passive et s'il dure 1 heure, bah, tu te le mets dans la poche et c'est pas grave. Dans les méditations guidées, effectivement, tu as peut-être pas envie d'avoir, 200 éléments parce que sinon ça va te faire des méditations guidées qui peuvent être un peu longues.
Même si, encore une fois, souviens-toi qu'on en choisit un par jour dans chaque catégorie. Donc, chaque jour, on va avoir une méditation qui fait à peu près 30 ou 40 minutes parce qu'on prend un organe, un méridien, un chakra et on fait que celui-là pour le jour. Donc, c'est aussi pour ça que je dis que finalement, tu peux rajouter quasiment autant de priorités que tu veux parce que la méditation guidée de chaque jour ne sera pas forcément beaucoup plus longue. Elle sera longue uniquement si tu décides d'aller dans l'option je veux faire tout. Et là, tu peux te retrouver avec une méditation qui fait 5 heures, ce qui n'a pas vraiment de sens, évidemment. Mais oui, voilà, si tu veux faire ce cas particulier de rajouter dans le boost harmonique, mais pas dans la méditation guidée, tu cliques sur le plus, ensuite tu vas dans l'écran en bas et là tu l'enlèves du côté où tu veux pas qu'il soit. Quand on clique sur le plus, ça l'ajoute dans les deux systématiquement, mais par contre, quand on l'enlève, ça l'enlève que dans celui où on a enlevé. Donc c'est comme ça que tu peux faire. Ok, super. Ok. Ben, je te remercie beaucoup. Merci Je pour vais ces faire questions plaisir parce alambiquées, que j'aurais jamais pensé y en parler. avec plaisir. On ira pour ça. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs, mais on a posté une mise à jour cette semaine et les gens nous disent que c'est beaucoup plus stable et plus rapide, etc. Donc on est en train d'arriver vers une version enfin qui va plus rapide. On va encore faire d'autres améliorations, mais normalement ça devrait quand même marcher de mieux en mieux, y compris sur tes appareils qui ne sont pas forcément de dernière génération. Et je pense que les prochaines versions seront encore plus rapides parce qu'on a encore des optimisations qui sont en cours. Donc, ça va peut-être résoudre aussi tes problèmes de différents appareils. Normalement, ça va aller de mieux en mieux, en tout cas. Ok, Donc tu nous tiendras au courant là-dessus aussi. j'espère. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Bisous. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions particulières? Oui, moi j'avais encore, Oui, vas-y, je t'en prie. le constat que j'ai fait, Oui? j'ai fait plusieurs analyses et je me suis rendu compte que, mon profil, était différent à chaque fois. Tu parles du profil Le de le perso c'est la quoi? personnalité, c'est ça? Oui, la Oui, 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 ça personnalité. alors ça, c'est normal. C'est normal et c'est vraiment l'un des points forts de l'application d'ailleurs. Donc allons-y, on est dans esprit. Hop et on va dans personnalité. Donc ici, on a les 16 types de personnalités de Jung, qui sont les mêmes que ceux qui sont utilisés par, MBTI, c'est-à-dire Myers-Briggs. Ce que MBTI a fait, c'est qu'ils ont pris les types de personnalités de Jung et ils l'ont formalisé dans un cadre un petit peu plus facile à utiliser, en particulier en entreprise ou en développement personnel. Et donc on se retrouve avec ces 4 lettres, qui viennent de là. Et un texte qui explique un petit peu tout ce qui se passe. Alors, l'une des choses qu'on fait qui est vraiment intéressante dans Biocohérence, bon, déjà, on le calcule automatiquement, donc c'est le type de personnalité inconscient, c'est-à-dire celui qui vient de l'enregistrement de ce qu'on a fait, de votre corps et de votre esprit. Donc c'est pas forcément celui qu'on déclare quand on fait un test mental, où on répond à des questions à un questionnaire et on se retrouve avec un test de personnalité et parfois on cheat un petit peu le truc parce qu'on se dit: «Ah ouais, moi je suis plutôt comme ça ou comme ça», mais en fait au fond de vous-même, vous êtes pas vraiment comme ça. Donc là, ce test de personnalité-là, on va dire que c'est celui, de votre inconscient, de votre corps, OK? Donc il va vous donner un type principal, qui est décrit ici. Mais l'autre chose qu'on a qui est vraiment intéressant, c'est cette information-là. Ce trait de caractère est assez stable, très stable, plutôt souple, tu vois? Ça, c'est intéressant parce que quand tu vois un trait de caractère plutôt souple sur l'axe F, ça veut dire qu'on est proche du centre ici, tu vois? Là, il dit assez stable, là, il dit très stable, là, il dit plutôt souple. Ça veut dire que sur l'axe TF, on est capable de changer de type de personnalité assez facilement. On est plutôt souple sur cet axe-là. Et l'axe TF, en l'occurrence, il est ici, TF, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir passer assez facilement, probablement entre ENFP et ENTP. Tu vois, on va changer sur cet axe-là. Donc on va avoir une souplesse de réaction par rapport aux informations qui nous arrivent. Et donc on va prendre dans la partie émotionnelle, on est plutôt traité par l'émotion, avec un accent sur les sentiments, mais comme on est plutôt souple, on est aussi capable, si tu cliques ici, tu vas voir, on est aussi capable de traiter l'information d'une manière moins émotionnelle, d'une manière plus analytique. OK? Et ça, c'est intéressant, parce que quand tu fais un questionnaire et qu'on te dit: «Ah bah, vous êtes ENFP», il y a un moment où dans ta tête, tu te dis: «Ah bah voilà, je suis un ENFP, c'est gravé pour la vie, je suis un ENFP». C'est pas comme ça que ça marche. En réalité, ce qui se passe, c'est que si je te donne une information, tu vas répondre à cette information, heu, en fonction du type d'information que c'est et en fonction de ton humeur du moment.
Admettons que tu es super énervé parce que tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle et qu'on te donne une nouvelle que habituellement tu devrais traiter d'une manière mentale. Et bah, peut-être que tu vas réagir d'une manière émotionnelle ce jour-là parce que tu es de mauvaise humeur, parce que tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle, tu vois. Et nous, ce qu'on aura analysé, c'est que en fait, ce trait de caractère est plutôt souple et donc en fonction de ton état du moment, et ben, tu vas réagir soit plutôt mental, soit plutôt émotionnel. C'est pas gravé dans le marbre. Tout ça est assez souple parce qu'on est dans le domaine du vivant et que dans le domaine du vivant, les choses ont tendance à avoir une certaine souplesse d'une manière générale. Tu vois, un jour, tu vas soulever 10 kilos et un autre jour, tu vas soulever 15 kilos parce que tu vas soulever 15 kilos parce que d'un seul coup, tu auras reçu une super bonne nouvelle et que tu seras de super bonne humeur. Et ben, tu auras plus de capacité physique. C'est pareil avec tes capacités mentales, tu vois. Et donc, ce trait de personnalité, évidemment, il change pour tout le monde. Donc, chacun va être dans un cadran différent qui est le cadran principal. Mais ce qui change aussi, c'est cette souplesse. Et peut-être d'ailleurs qu'il faudrait qu'on indique la souplesse sur l'écran, ici. C'est-à-dire qu'on mette le trait principal en bleu, mais que pourquoi pas on allume ceux sur lesquels on est capable de bouger d'une autre manière. Parce que le JP aussi, là, il est intéressant. Et le JP, il nous donne cette communication ici entre les deux, je crois. Ah non, ENFP ou ENFJ. Donc le NFJ, il doit être ici. Non, il est ici, pardon, ça y est, on va y arriver. Donc tu vois, on peut bouger entre ENFP et ENTP, et on peut bouger entre ENFP et ENFJ. Donc en fait, on a une souplesse sur ces trois parties du cadran. Et en ce moment, on est plutôt là-dedans. Mais on est capable de bouger ici d'une manière assez souple. Et donc ça, je pense que c'est une information qui est vraiment hyper intéressante et entre nous, j'ai presque envie de faire une application biocohérence uniquement sur cet écran parce que c'est vraiment super intéressant et peut-être qu'un jour, on fera des espèces de sous-applications biocohérence dédiées uniquement aux tests de personnalité, et rentrer là-dedans avec, oui, voilà, ça c'est votre personnalité mesurée avec les points de souplesse que vous avez, mais aussi pourquoi pas avoir un questionnaire Myers-Briggs officiel et dire: «Voilà, ça c'est la personnalité que vous déclarez». Tu vois? Et c'est marrant parce qu'entre la personnalité que vous déclarez et la personnalité qu'on a mesurée, et ben, il y a un point qui est différent. Est-ce que vous voulez qu'on travaille sur ce point? Parce que est-ce que vous voulez mettre en accord ce que vous avez dans votre mental et ce que vous avez dans votre inconscient et dans votre corps, tu vois? C'est vachement intéressant de savoir qu'il y a un point de friction entre comment tu te projettes, comment est-ce que tu réponds mentalement aux questions qui te permettent de définir ça et comment est-ce que tu es vraiment au fond de toi. Tu vois? Et ça donne des clés qui sont, je pense, super intéressantes et donc si vous faites ce test, par exemple, et que les gens vous disent: «Ah, c'est marrant qu'ils me disent que je suis un ENFP parce que moi, je me classe plutôt en je sais pas moi, en ESFP», voilà, ou je sais pas si oui, si ça existe. «Je me classe plutôt en ESFP» et en fait, ESFP, c'est ici, complètement à l'autre bout et vous, quand vous regardez, l'axe NS, il est assez stable. L'axe NS, il est là. Il est même très stable. Donc ça veut dire que si la personne se classe en S, alors qu'on a mesuré qu'il était en N, il y a un truc qui ne va pas, tu vois? Et donc, pourquoi est-ce que cette personne se projette en S, c'est-à-dire la manière de trouver l'information? Pourquoi est-ce que la personne se projette en S alors que nous, on la mesure en N? Et ben ça, c'est, une clé très intéressante si tu veux travailler un petit peu sur l'aspect psychologique des choses. Pourquoi est-ce que tu te projettes d'une certaine manière et que ton inconscient, il dit: «Non, moi je suis pas comme ça en vrai». Donc, si jamais vous vous intéressez à la personnalité et que c'est des choses que vous travaillez déjà par ailleurs avec des questionnaires ou que les gens ont déjà fait un test et qu'ils arrivent et ils disent: «Ah non, moi je suis ESFP, je le sais parce que j'ai fait un questionnaire, il y a 5 ans avec un psychologue et qui m'a dit que c'était ça. Et donc depuis 5 ans, ça définit ma vie». Tu vois? Et bah, peut-être que c'est intéressant de prendre un peu de souplesse là-dessus et de s'apercevoir qu'on a aussi des projections mentales de ce qu'on est qui sont soit plus en accord avec ce qu'on est aujourd'hui, soit qui n'ont jamais été vraiment ce qu'on était au fond parce qu'on a envie de se projeter d'une autre manière, tu vois? Donc, voilà, écran super intéressant. Je vous si c'est quelque chose qui vous intéresse sur le côté mental, je vous suggère d'approfondir un petit peu sur le test de personnalité parce que ça ouvre des portes qui sont vraiment super intéressantes avec les gens ou avec vous-même, hein, évidemment. OK, merci. Merci pour cette question, Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour, Pierre, j'aurais deux questions. dis-moi. La première, elle est juste technique, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est que j'ai une proposition pour tester le module expert, Oui, alors qu'à la base, je suis en basique et d'accord. quand je me connecte, il va toujours sur le basique. Alors, c'est réglé dans la dernière mise à jour. Donc, fais la mise à jour qui est sortie hier.
on avait un truc un peu bizarre, mais en fait, quand les gens avaient plusieurs licences, on choisissait pas forcément la plus élevée. On choisissait selon un certain critère, et dans la mise à jour depuis hier, on choisit toujours celle qui est la plus élevée. Normalement, avec ta mise à jour, ça devrait avoir résolu le problème. Donc ça, je l'avais essayé, mais je l'avais essayé sur Mac. Mais sur Mac, il marche pas bien. Je vais le relancer sur PC. Alors sur Mac, juste un truc, il faut pas utiliser la version qui vient depuis le Mac App Store. Il faut utiliser celle qui est installée depuis nous. Déjà. Ouais, Ok. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était un petit peu le corollaire de ce qui avait été proposé avant. Oui. Si on fait une mesure en MTC avec les méridiens, si on fait plusieurs mesures, est-ce qu'on va avoir la même chose, c'est-à-dire des éléments qui vont être variables relativement rapidement et d'autres qui seront plus stables ou, je veux dire, parce que l'intérêt, c'est ce que vous aviez dit au début, c'est effectivement de pouvoir tester, Oui. d'agir, de voir ce qu'est l'efficacité de ce qui est fait et de voir un petit peu aussi pour apprendre de toute façon. Ça, on le retrouve aussi dans ce module-là Alors, tu vois, ce qui t'intéresse, toi, là, c'est... excuse-moi, j'ai tendance à te payer facilement. Ce qui t'intéresse, toi, c'est l'onglet qui s'appelle Progression. Je vais enlever ton micro encore à cause de l'écho. Hop, tu le remettras après. L'onglet Progression, il t'intéresse vraiment pour ça. Donc là, tu as les courbes et tu peux aller voir. Ici, si tu cliques sur Organisme, à la place, tu vas prendre Méridien, clac. Et là, tu vas voir tes différents méridiens. Donc, tu vois ceux qui sont en priorité en particulier. Tu vois qu'en fait, il y a des variations, mais ces variations, elles sont jamais très, très élevées. Parce que là, on a une courbe qui est à chaque fois sur une décade. Donc, on est 71, 71, 70, 71, 71, tu vois. 57, 57, 58, probablement 57 encore. On a des variations qui sont très cohérentes. Tu peux le voir aussi quand tu vas dans Corps, par exemple. Et si on va sur les méridiens ici, tu vois que là-haut, on a notre explorateur des différentes sections. Et donc, quand on clique, ah oui, il faut que je le recalcule, évidemment. Il va falloir recalculer tout. Quand tu cliques sur chacune des différentes sections, à partir du moment où c'est construit, tu vas voir la valeur de tous les méridiens qui va changer pour chacune des réévaluations. Et ça, tu vas voir que ça ne change pas énormément, en général. C'est l'une des forces qu'on a sur Biocohérence. Et ça, le meilleur test pour le faire par rapport à d'autres appareils, c'est de faire différents enregistrements de la même personne avec une fiche client différente. Vous allez voir que vous avez les mêmes informations. Et quand vous faites des réévaluations, vous allez voir que ces informations, elles changent un petit peu, mais elles restent, d'une manière générale, très cohérentes. Donc, tu vois, hop, attends, je vais recalculer tout d'une manière générale, ce sera plus sûr. Donc, tu as cette évaluation qui se fait d'un enregistrement à l'autre, mais en général, ça va bouger à la marge de 2 ou 3 points sur le score de cohérence globale, et c'est ce score de cohérence globale qui nous donne cette courbe. Si tu veux être sûr qu'on ne trafique pas les données, parce que je peux vous assurer qu'on ne trafique pas les données. Non, mais je tiens à le dire parce que 99% des appareils de ce marché qui sont des appareils de bilan automatique sont des générateurs aléatoires. Et donc, quand tu fais un enregistrement et une réévaluation sur des appareils qui sont des générateurs aléatoires, voilà ce qui va se passer. Donc, pas sur Biocohérence, hein, sur les appareils, les autres appareils qui vous donnent des bilans qui sont jolis, mais qui sont basés sur un nombre aléatoire. Quand vous faites un premier enregistrement d'un client, ça vous fait une évaluation basée sur ce générateur aléatoire. La théorie qu'il y a derrière, c'est que les nombres aléatoires peuvent être influencés par la conscience et donc vont donner une information qui va être influencée par l'inconscient du praticien dans le générateur aléatoire. Donc, admettons que ce soit vrai. Quand vous faites une réévaluation, en fait, il ne peut pas refaire une mesure aléatoire de tout et tomber sur des choses qui sont cohérentes. Si jamais il faisait ça sans tenir compte de la première évaluation, ça vous donnerait des informations qui partent dans tous les sens. Et évidemment, ça montrerait que le système est aléatoire. Et donc, ils ne font pas ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la première évaluation et ils la changent un petit peu en fonction d'une nouvelle génération aléatoire. Ça, vous vous en apercevez parce que si vous faites une réévaluation d'un client, vous allez trouver des données qui sont à peu près cohérentes avec la première évaluation. Mais si vous créez une nouvelle fiche client et que vous faites un enregistrement, juste après, vous allez voir des choses qui n'ont rien à voir. Et donc ça vous prouve que c'est faux, en fait. Et bien, faites le test avec Biocohérence, parce que si vous faites avec Biocohérence une réévaluation, on ne tient pas du tout compte du premier enregistrement. On fait tous nos calculs habituels, qui sont des calculs qui sont basés à 0% sur de l'aléatoire et à 100% sur des algorithmes mathématiques.
on fait notre évaluation de la réévaluation et ensuite on met les résultats côte à côte et on vous montre les courbes. Si vous créez une nouvelle fiche client et que vous faites un autre enregistrement tout de suite, bah, vous allez tomber sur les mêmes résultats que votre réévaluation que vous avez fait sur le client récemment. C'est-à-dire que chaque réévaluation est un nouveau calcul complet qui ne tient pas compte de ce qu'on avait avant. J'ai encore perdu ton animation, je ne sais pas pourquoi. Hop. Il faut que je change. Tac, tac, voilà. Voilà, ça bouge, ça y est. Donc, quand tu regardes l'évolution et les courbes, tu vois la courbe de ce qu'on trouve au milieu des fleurs, c'est-à-dire le score de cohérence globale, et tu vois à quel point ça évolue au fur et à mesure des enregistrements. Et chacun de ces enregistrements est bien calculé indépendamment des autres. Donc ça, c'est vraiment important. J'insiste dessus parce que c'est, à ma connaissance, le seul appareil du marché qui fait ça. Donc, c'est important de le savoir. Est-ce que ça répond à ta question? Avec Ouais. une fausse parole. Oui, c'est parfait. Ok, C'est super. parfait. Merci de l'avoir posé. Laurence, bonjour. Ah, on t'entend pas. Ah, t'as recoupé ton micro. Attends. Remets ton micro, peut-être. Micro. Oui, voilà, ça y est. Ça y est. Et ça marche, ça? L'image, pas encore, mais ça va arriver. Bon, peut-être. Ouais, bon, Peut-être. peut-être. Bonjour, Bonjour. déjà. Et puis, en fait, je suis nouvelle utilisatrice. Bienvenue à bord. Merci. Mais en fait, beaucoup de problèmes. Ok. Parce que, alors, déjà, j'ai eu des problèmes de connexion avec la licence. Ensuite, quand je suis dans des programmes, soit j'arrive pas à revenir en arrière, Oui. soit à revenir en avant. Voilà, en fait, j'ai que des morceaux et j'arrive pas à avoir une chose chronologique dans ma compréhension à moi. Hein. Voilà. Ok. Alors, ce que je peux te proposer, c'est de prendre un rendez-vous avec Antoine et qu'il te fasse un tour de l'appli avec toi et qu'il voit les problèmes que tu peux avoir spécifiquement. Et si jamais il y a des bugs ou des choses comme ça, il va nous les faire remonter. Mais si c'est que des problèmes de compréhension de comment ça marche, lui, il va tout expliquer. Donc, si ça te va, tu t'envoies juste un petit email sur l'email de Antoine ou sur contact@extrao pour faire une petite demande de rendez-vous. Et puis, vous allez faire un tour ensemble. Et après, s'il a des choses à nous faire remonter, il les fera remonter. Voilà. Ouais. Et moi, alors, une deuxième question. Bon, on a acheté plusieurs appareils. Et donc là, on a aussi des problèmes, mais bon, on verra ça avec Antoine, D'accord. demain ou après-demain, ou lundi, peu importe. Et après, moi, en fait, ma question suivante, c'était parce que j'étais intéressée pour les animaux. D'accord. Donc, pour le moment, apparemment, il n'y a pas encore de choses particulières. Mais... Sur biocohérence, tu veux dire? Oui. Alors, c'est un chantier à ouvrir. Non, tout le monde nous le demande et c'est sûr qu'un jour, il y aura une version animale. Il y a plusieurs petites difficultés. D'abord, c'est pas la plus grosse priorité parce que je veux d'abord que Oui. la version humaine soit complètement stable, efficace, utilisée par des millions de gens, bulletproof, c'est-à-dire à toute épreuve, etc. Une fois qu'on a ça, on a évidemment, parce qu'en gros, j'ai 1 million d'idées de choses à rajouter dans l'application et je ronge mon frein de ne pas pouvoir le faire aussi vite que ce que je voudrais, parce que la priorité d'aujourd'hui, c'est que tout le système soit entièrement prêt à être utilisé par monsieur et madame tout le monde, et entièrement utile pour entièrement, si tu veux que toutes les fonctions soient utiles et utilisables pour tous les utilisateurs. On est en train d'y arriver là, dans les dernières versions. On a encore des petites choses à faire, mais je pense qu'on est en train de voir le bout du tunnel de tout ce qui est les fondations, on va dire, et les fondations pour que l'application soit utile au maximum de monde. Une fois qu'on a fait ça, je peux t'assurer que j'ai 1 million d'idées de nouveaux écrans, de nouvelles fonctions, de choses absolument formidables qui vont arriver. Et l'une de ces choses, c'est évidemment le domaine animal.
Et donc, pour faire le domaine animal, il nous faut plusieurs choses. Il nous faut un capteur qu'on puisse utiliser avec des animaux, puisque le capteur actuel, évidemment, tu vas pas demander à un cheval de mettre ses 2 doigts sur le capteur. Donc, on a déjà d'autres modèles de capteurs qui existent, avec lesquels on peut utiliser des pinces, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Donc, ce problème-là, il va être résolu par l'utilisation du prochain capteur qui sera le capteur Pro, qui sera un capteur plus pour le cabinet, si tu veux, et pour le domaine animal. La deuxième difficulté, c'est évidemment d'avoir tous les visuels et toutes les normes adaptées aux animaux. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on soit sûr que tout ce qu'on mesure, tous les biomarqueurs qu'on mesure, est-ce qu'il va y avoir des différences de certaines choses entre des animaux et des humains, etc. Ça, on a aussi déjà des pistes pour tout ça, puisqu'on a des plans de fréquences qui sont déjà publiés dans pas mal de choses. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà des gens qui l'utilisent en animal pour la partie boost harmonique uniquement, c'est-à-dire on ne peut pas faire l'analyse pour l'instant, mais on peut faire le boost. Et sur le boost, on a des résultats qui sont très spectaculaires sur les animaux. Donc, si jamais tu veux l'utiliser aujourd'hui pour les animaux, tu peux faire des plans sans faire un enregistrement. Tu fais un programme de base, et les programmes de base, ils se font sans enregistrement. Et donc là, tu peux créer un programme de base avec les structures que tu veux et les stimuli que tu veux. Et en particulier, on a rajouté des centaines et des centaines de parasites humains et animaux qu'on a calculés en fonction de leur ADN particulier. Et on avait déjà plein de stimuli qui étaient liés aux problèmes animaux particuliers. On a des histoires sur les tiques qui disparaissent, qui s'en vont au courant quand on commence à jouer les fréquences audio. Enfin, on a vraiment pas mal de bons témoignages sur les animaux. Je m'en souviens aussi de quelqu'un qui avait un chien qui avait le ventre complètement noir et d'une texture affreuse pendant toute sa vie. Ça s'est réglé en 1 ou 2 boosts harmoniques et qui s'est retrouvé avec un ventre rose et tout normal. Donc on a vraiment des super résultats sur les animaux. Donc n'hésite pas à l'utiliser pour les animaux. Ce qu'on n'a pas encore, c'est l'analyse. Donc il nous faudra les écrans d'analyse. Il nous faudra les normes éventuellement qui seront un petit peu adaptées pour les animaux et ce nouvel appareil. Une fois qu'on a ça, moi j'ai très envie de faire une version animale, donc ça va arriver, D'accord. ça fait partie des développements futurs et j'espère que ça va arriver dans l'année à venir, on va dire. D'accord. Ce serait bien. Super. Bon. Ben, merci beaucoup. Et puis, Merci à toi. effectivement, le côté parasitaire, en ce moment, est vraiment au cœur de notre sujet. Ouais, Bah, ça, petit groupe. vas-y à fond parce qu'on a déjà des super retours de terrain, donc n'hésite pas à le faire. La meilleure manière pour ça, c'est de faire des programmes de base. Est-ce que c'est clair pour toi ou est-ce que tu veux que je te montre un tout petit peu les programmes de base? Ça, je veux bien. Alors, on va aller voir rapidement les programmes de base. Donc en fait, quand vous êtes sur un enregistrement, vous allez le fermer. Donc fermer l'exploration. Hop, et on se retrouve sur l'accueil. Donc ici, tu as les programmes de base sur l'accueil. Tu vas dans personnel, par exemple. Hop, et là, tu vas. On n'a pas l'écran. Ah, il a encore perdu le. Ok, merci de me le dire. Capture, hop, c'est celui-là. Voilà, ok. Donc, on est sur l'accueil, on a fermé notre exploration, on va dans programme de base. Oui. Donc, tu vas par exemple dans personnel. Hop, tu fais un nouveau programme de base et tu commences avec quelque chose. Donc, tu veux faire un programme sur, je ne sais pas, les animaux, ciblé sur la digestion, par exemple. Donc, on a qu'à commencer avec l'estomac. Hop. Je suis encore en anglais ou quoi? Ouais, stomac, voilà, c'est pour ça. Donc, on va prendre digestive, estomac. Allez, on commence avec n'importe quel biomarqueur, c'est juste histoire de commencer quelque chose. Tu cliques dessus et évidemment, ça ne marche pas. Ah non, c'est parce qu'il est. Qu'est-ce que je fais? Hop, ouais, voilà. Non, en fait, il y était. Ok, donc là, tu es en train de commencer un programme de base. Donc, tu as cliqué sur faire un programme de base en bas, tu as commencé un premier biomarqueur, tu as fait ça. Tu peux, si tu veux, ne mettre qu'une seule structure. L'idée, c'est que les structures vont agir sur le physiologique et les stimuli vont agir sur le pathologique. Donc, tu cliques dedans, tu vas dans fréquence, et là, tu commences à rechercher tout ce que tu veux mettre.
Donc, tu veux travailler sur les tics, par exemple. Bon, ça n'a pas tellement de sens dans l'estomac, mais admettons qu'on veuille travailler sur les tics. Hop. Il va nous trouver plein de choses qui sont liées aux tics. Et bah, tu rajoutes tout ce que tu veux. Donc, je sais pas, moi, pathogène, DNA, et machin, truc. Allez, je sais pas ce que c'est, mais c'est super intéressant. Je le rajoute. Évidemment, faut pas faire ça. Il faut lire le texte normalement. Une Rixetti, je la rajoute. Ça, voilà, tac, tac, tac. Borrelia, évidemment, on le rajoute, machin, etc. Babesia, allons-y, c'est très intéressant. On continue sur les tiques. Voilà, encéphaloptique, virus, tic, machin, truc, on y va. Rixetia, on y va, etc. OK. Donc là, tu vois, j'ai 7 trucs qui sont en train de faire notre petite chose. Maintenant, j'en fais mon programme de base. Donc j'ai cet organe et j'ai les programmes qui sont dessus. J'appelle ça tic pour les chiens. Je l'enregistre dans les programmes de base. Et voilà. Donc maintenant, dans personnel, j'ai tic pour les chiens. Et donc là, je peux en faire le boost. Bon, le guide, évidemment, ça va pas être très utile. Mais si tu vas dans le boost, tu vas pouvoir l'exporter en MP3. Tu vois, j'ai tout ce que j'ai rajouté ici. Il est en train de le calculer, là, c'est pour ça que c'est flou. Une fois qu'il a fini de le calculer, tu peux le jouer directement ou tu peux l'exporter en MP3 et l'envoyer à ton client ou le mettre sur un lecteur MP3 que tu mets à côté de ton chien, puisque tu n'es pas obligé de... Si jamais tu l'exportes, tu vois, si je clique ici, ça le calcule un fichier MP3. Et ça, le mieux, ça fait partie des projets qu'on a, c'est de fournir un petit lecteur MP3 que tu peux brancher sur ton port USB pour l'exporter dessus. Mais là, tu vois, tu fais exporter, hop, ça va te proposer de l'enregistrer. Est-ce que ça va se voir à l'écran? Non, ça ne se voit pas à l'écran. Là, j'ai une petite fenêtre d'enregistrement que vous ne voyez pas. Ça m'enregistre mon MP3 sur mon disque, et là, je peux le mettre sur un lecteur MP3 indépendant et le mettre en boucle à côté de mon chien, par exemple, à un volume minimum. Ou alors, s'il est dans la pièce avec toi et que tu as le téléphone, bah, tu fais lecture directement ici. Tu appuies sur lecture, et puis ça met les fréquences en lecture. OK? Donc là, tu as créé un programme de base. Ce programme de base, il va être tout le temps disponible pour toi à partir de maintenant. Si jamais tu veux le modifier, tu cliques dessus, tu fais modifier ce programme, ajouter aux priorités. À partir de ce moment-là, tiens, pourquoi est-ce que ça marche pas ça? Programme de base, modifier, ajouter aux priorités. Et ben là, j'ai un bug. OK, normalement, ça devrait me permettre de le modifier. Donc ça, je vais vérifier ça. Et ensuite, tu le réenregistres simplement. Merci beaucoup. Ouais. Les programmes de base, c'est vraiment un super truc. C'est... Attends, je vais me remettre. Est-ce que je suis... Mais voilà. Les programmes de base, c'est ce qui vous permet de faire des programmes que vous allez utiliser une ou plusieurs fois, de les garder dans votre catalogue, et ils ne sont pas liés forcément à un individu particulier. C'est quelque chose qui est plutôt pour une problématique particulière. Et vous allez même pouvoir les inclure en un clic dans une exploration après que vous ayez fait un enregistrement. Donc, ce programme de base-là, admettons que c'était pas pour les tics, enfin si, admettons que c'est pour les tics pour les chiens et qu'on puisse faire un enregistrement pour les chiens, et ben tu vas aller enregistrer Médor. Tu vas avoir une liste de priorités qui correspondent à Médor. Donc ça, c'est dans un an quand on aura la version animale. Et tu vas rajouter en 2 clics l'ensemble du programme de base qui concerne les tics pour les chiens à toutes les priorités qu'on aura calculées. Et comme ça, finalement, tu auras fait ton enregistrement en 2 minutes. Tu auras des priorités qui sont sur mesure pour ton Médor. Et tu auras en plus toutes les priorités que toi, tu as préparamétrées dans le cas particulier des tics. D'accord. Donc ça, c'est super utile et c'est super intéressant. Donc faites votre programme, faites votre catalogue comme ça de programmes de base. Et si vous faites des choses qui vous pensez sont utiles à tout le monde, il y a une fonction intéressante. Je vous montre ça juste. Personnel, tic pour les chiens, modifier. Tu vois, il est dans catégorie personnelle, mais si je veux le mettre dans énergie, par exemple, je peux le rendre non répertorié ou même public pour tous les utilisateurs. Et à partir du moment où je l'enregistre, ce programme, il va être disponible pour tout le monde. Super. Et ça veut dire que vous pouvez partager en fait les programmes que vous avez envie de faire. Et en plus, dans la dernière version, quand tu fais tous les utilisateurs, tu peux même générer une image de couverture, histoire que ce soit dans le même style que toutes les images de couverture qu'on a. Et donc, ça va générer, en fonction de la catégorie dans laquelle tu as choisi ça, une image pour que ce soit joli. Donc,
grâce à ça, en fait, si vous avez un programme qui marche bien, c'est très facile de le partager avec tout le monde et d'en faire un programme qui peut servir à tous les gens de la communauté et pas uniquement à vous. Donc ça, c'est une belle manière de partager ses connaissances aussi. D'accord. Et par exemple, pour du sang, est-ce qu'on peut oxygéner du sang Tiens, je vous montre juste la couverture qu'il a fait, parce qu'il l'a fini. Hop, elle est là. Hop, il nous a généré ça comme image. C'est plutôt joli. D'accord. Sympa. Donc ça a été généré en 1 minute par une IA en fonction du programme dans lequel et en fonction du titre du programme. Donc là, évidemment, il nous a pas rajouté des tics qui seraient toutes moches, mais il nous a mis des trucs qui étaient inspirés par ça. Bon, voilà, c'est très bien et ça permet de... Attends, si je le mets non répertorié, hop, et que je l'enregistre, tu vois, maintenant, on est dans énergie. Hop, on l'a ici et il a une jolie couverture. Donc, Félicitations. comment? C'est sympa, hein, tu vois? Et ça, ça fait partie de la dernière mise à jour, où vous pouvez générer les couvertures directement, et vous pouvez aussi générer les méditations audio maintenant directement. C'est-à-dire que quand vous créez des éléments de liste, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui parce que ça prend trop de temps, mais si vous créez une liste de méditation, vous décrivez la méditation, le système va permettre de décrire le texte de la méditation et ensuite quand vous cliquez sur générer l'audio, ça va le traduire en 20 langues et ça va générer l'audio en 5 langues à partir du texte que vous avez fait. Donc et ça, vous avez le résultat en quelques minutes seulement. Donc c'est quand même complètement dingue parce qu'on est en train de créer une plateforme qui va permettre à des gens comme vous, en fait, de créer des choses qui peuvent être utiles à la terre entière ensuite. C'est assez formidable. Médéric, j'avais juste encore une petite question avant Oui, de quitter. attends juste parce que je crois que Laurence en avait une dernière. Oui, c'était au niveau du sang. Oui. Est-ce qu'on peut oxygéner le sang par par les fréquences comme ça aussi? Alors, je suis sûr que oui. J'ai pas de retour de terrain là-dessus et on n'a pas d'études médicales sur est-ce que biocohérence peut faire ça, mais on va dire qu'au niveau de mon intuition et de tout ce qu'on a pu voir comme effet qui se passe, même si j'ai pas un quelqu'un qui a fait l'expérience de ça, quoique on a des gens qui sont en train de vouloir faire des tests avec du live blood, je sais pas quoi, je sais pas comment on dit en français, tu sais, c'est la microscopie sur sang, où tu vois en fait les agrégats des plaquettes ou des choses comme ça. Donc ça, il y a des gens qui sont en train de faire des tests avec biocohérence là-dessus. Donc sur, l'agrégation de plaquettes, c'est sûr qu'on va avoir des résultats, qui vont être documentés. Sur l'oxygénation du sang, à mon avis, tu peux tout à fait rajouter, sur le sang, les stimuli qui sont liés à l'oxygène, par exemple, et avoir des résultats qui, je pense, vont être très intéressants. Donc, travaille là-dessus. Si jamais tu as un moyen d'objectiver des résultats, ça nous intéresse énormément. C'est-à-dire si tu as un moyen de mesurer avant, après, est-ce qu'on a effectivement quelque chose qui a changé? Le taux d'oxygène dans le sang, en fait, on l'a avec une Apple Watch. Mhm. Donc, ça fait partie des choses qu'on doit pouvoir mesurer assez facilement, en vrai. Bah, écoute, ouais, expérience à faire. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Et c'est Nathalie qui avait une question, c'est ça? Oui, Oui. je voulais savoir ce que tu as expliqué là pour la création de nouveaux modules. Oui, C'est accessible, avec quel type d'abonnement? Tous les abonnements ou expert. expert? Mais Ouais. pas Family Expert, c'est l'autre, Si, Family Expert, tu peux, Mi-Expert, tu peux, et Pro Basique et Pro Expert, tu peux. D'accord. Donc, OK, il faut soit être pro, soit être expert. d'accord. OK. Et pour faire la dernière mise à jour sur PC, il suffit de cliquer sur la mise à jour pour qu'elle se Ouais, alors je vous lance? montre, c'est de plus en plus simple. À partir d'une version récente, vous allez dans Paramètres. Je reviens en arrière ici et là, vous cliquez sur tiens, là, ça te dit: «Vous avez la dernière version», mais si jamais tu as pas la dernière version, ça va te dire: «Une mise à jour existe, cliquez ici pour faire la mise à jour». Tu cliques dessus et ça va la télécharger tout seul. D'accord, OK. Très bien, merci. Je t'en prie. Et de toute façon, s'il y a une mise à jour, officielle, quand vous lancez l'application, ça vous fait une petite notification qui vous dit: «Une mise à jour est disponible, cliquez ici pour la faire». Et si jamais vous voulez rester sur la version bêta, c'est-à-dire les mises à jour qu'on fait quasiment tous les jours avec des nouvelles fonctions, il faut cocher, dans les fonctions expérimentales, beta version update. Si vous cochez ça, vous allez être sur les mises à jour quasi quotidiennes. Je vous conseille pas forcément de le faire, sauf si vous avez envie d'être en pointe et que vous avez certaines fonctions qui sont uniquement dans les versions expérimentales encore, mais pas dans les versions officielles. Sinon, restez sur la version officielle, mais elle est disponible aujourd'hui, donc tu peux y aller. J'ai mis la version là. Oui.
tout à l'heure, juste au passage. Je reste toujours sur le Pro basique. Hein. Ok, bah, je sais vais pas vérifier si- ça. Je vais vérifier ça sur ton compte. Est-ce que tu peux juste envoyer un ticket en faisant centre d'aide? Oui, je viens de le faire. Ok, super. Eh ben, je vais vérifier ça et puis on va régler. Parce que j'ai fait aussi beaucoup d'essais sur des devices différents, Android, des choses comme ça. Oui. Et possible qu'il y en ait un qui ne soit pas déconnecté, je ne sais pas. Alors, clique sur le logo là-haut. Clique sur le logo de la page d'accueil de l'application et ça va recharger ta licence pour voir. Sur la page ouais. d'accueil quand tu fais accueil de biocohérence. Là où c'est marqué biocohérence? Ouais, tu cliques sur le logo. Ouais, non, pas toujours pareil. Ok, et bah, peut-être que j'ai mal mis la licence, donc on va vérifier ça. Merci beaucoup. Pas de problème. On va arrêter là, à moins que vous ayez encore des questions. Oui, Ok. juste une, si c'est possible. Allez, vas-y, une dernière pour la route. Est-il possible de faire une désensibilisation comme avec la biorésonance? Je pense que oui. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas forcément exactement tous les mêmes plans de fréquence, mais pour répondre à cette question, on avait fait ceci. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait des programmes de MTC. Ouais, c'est ça. Donc si tu vas dans liste de... Non, pardon. Accueil. Il faut aller dans une exploration. Tu vas dans liste et éléments. Et là, tu peux rechercher, par exemple, allergie. Hop. Allergie. C'est pas ce que je suis. Non, voilà, tac. Donc en fréquence, en énergie, voilà, tu as des recettes MTC de allergie. En esprit, sommeil, etc. Donc en fait, sans forcément faire une recherche, tu vas dans corps, enfin non, tu vas dans fréquence. Là, tu as tout le sommaire. Hop. Voilà, ici, tu as toutes les recettes de MTC. Et là, tu as 63 recettes qui concernent les allergies. Et donc tout ça, c'est des recettes de MTC qui sont liées à différentes allergies et qui vont travailler avec des ensembles de points d'acupuncture. Donc à chaque fois, ça te dit, si tu as un impact 0 ou inversé, c'est pas forcément la peine de les faire, tu vois, mais ça va te dire s'il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Et donc ça va te donner aussi les informations sur, est-ce que ce programme-là va être utile pour moi ou pas? L'impact, il va être principalement, au moment de la mesure. Est-ce que la personne est effectivement en crise à cause de cette allergie-là ou pas? Donc si tu veux travailler sur les allergies, je te conseille d'utiliser les recettes MTC allergies pour faire des sensibilisations ou pour faire des rééquilibrages. En mettant, non, on peut mettre dedans un pathogène, je sais pas, banane, n'importe quoi. Oui, Quoi, un pathogène, en fait, ça, c'est des, pour nous, techniquement, les recettes de MTC, c'est des structures, parce qu'en fait, on utilise les structures de plusieurs points d'acupuncture, et donc il n'y a pas besoin de rajouter des stimulus en plus. Tu peux la rajouter telle quelle. Donc si tu veux rajouter, l'allergie saisonnière, paf, ça a été rajouté, tu vois? En cliquant sur le petit plus. Tu peux sans doute aussi aller chercher dans les stimulus, dans les stimuli, mais je suis pas sûr qu'on ait des choses liées aux allergies là-dedans. Est-ce qu'on a des choses? Ouais, si, tu vois, on a 2 programmes généraux pour les allergies. Mais on n'a pas de programme, on n'a pas la même chose qu'en biorésonance où on va avoir, un test spécifique de plein d'allergies différentes. Peut-être qu'un jour on pourra le rajouter dans les stimuli, on verra. En tout cas, pour l'instant, la solution qu'on avait trouvée, c'était de le rajouter en structure sous forme de recettes de MTC qui font des combinaisons entre différents points d'acupuncture. Puisqu'on a l'évaluation de ces points d'acupuncture, ça nous permet d'avoir, l'évaluation de l'utilité de la recette. Voilà, je t'en prie. J'ai une autre petite question Oui. avant qu'on termine. Tu avais parlé dans la vidéo précédente d'un appareil qui stimulait avec des bzz. Voilà, Ouais, voilà. c'est ça.
On prend. Donc ça, c'est un appareil de micro-courant électrique. Donc il y a 2 sorties, derrière. C'est ce qu'on appelle un TENS ou PEMF. Ça, c'est les premiers qu'on a, qui sont juste des exemplaires de validation, on va dire. Donc il est toujours en cours de construction. Il va permettre d'être, piloté en temps réel par l'application et on a, plus de 10 000 programmes dedans, différents, qui sont liés à des applications particulières et à des structures ou des organes particuliers. Et donc on a dans l'application maintenant tout un système pour, choisir ces programmes-là. Bah, je peux vous montrer si on va dans hop, dashboard, il faut peut-être quand même que je partage mon écran. Et tout est en pause, c'est super. Alors, hop. Qu'est-ce qui m'arrive? Capturer l'application, peut-être. Capturer les fenêtres. Ok. Oui, ça y est, ça bouge. Et vous, vous bougez pas non plus. Voilà, en même temps, il n'y a personne sur le Zoom, c'est pas grave. Alors, donc ça, ce nouvel appareil, c'est le harmoniseur. Quand on va dedans, on peut créer une session qui va durer une vingtaine de minutes, qui sont faites de différents programmes. Et chacun de ces programmes va utiliser en fait certains points d'acupuncture comme point d'entrée. Donc on va placer l'appareil à différents endroits et va être lié à certains biomarqueurs. Et donc on va pouvoir avoir une évaluation. Donc si par exemple on va dans l'énergie, on a 1660 programmes qui sont liés à l'énergie, mais on a une évaluation individuelle qui est faite en fonction de l'exploration qu'on a enregistrée. Et donc ça, c'est super intéressant parce qu'on peut savoir que, par exemple, la régulation de l'intestin grêle, qui est liée à un certain sous-dosha, et qui va avoir comme mot-clé détox équilibre, et qui va avoir un certain programme ou un certain ensemble de fréquences particuliers qui vont être émises en même temps par ça. Et donc si on y va, on peut faire le programme en mode silencieux et donc ça va uniquement donner les fréquences électriques ou on peut faire le programme en synergie audio et donc on va avoir à la fois les fréquences électriques et les fréquences audio qui vont être délivrées en même temps et qui vont être faites pour travailler ensemble. Donc ça, je crois que c'est vraiment une solution qui va être super intéressante, au niveau soins parce qu'on va avoir une action, qui va être synergisée entre différents éléments. Alors quand est-ce que c'est disponible? Oui, c'est ça. Très bonne question. On a un petit retard avec la MDR, et la MDR, c'est pas la mort de rire du tout, c'est la Medical Device Registration pour l'Europe et je peux vous assurer que c'est pas mort de rire. C'est des investissements qui se chiffrent en millions, pour l'autorisation de mettre sur le marché cet appareil en tant qu'appareil médical. Donc, on a déjà la certification FDA, ce qui est une très bonne chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a le droit de le commercialiser sur le territoire américain et il sera commercialisé sur le territoire américain d'ici sans doute un mois ou deux. Donc là, l'appareil sera celui-ci. Il est livré avec un grand patch, deux petits patchs, un câble. Et on a ensuite un système d'extension avec des patchs qui sont plus grands, qui permettent de mettre dans le dos, par exemple, ou autour du genou, ou des choses comme ça. Il y a quand même une chose importante, c'est que c'est un appareil qui est vraiment pas cher. On le commercialise, suivant la licence que vous avez avec, il va coûter entre 200 et 700 €, quelque chose comme ça. Donc c'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment intéressant. Il y a autre chose qui est important, c'est que vous pouvez acheter 2 appareils et utiliser les programmes spéciaux qu'on a conçus, qui permettent de travailler en double fréquence électrique et la double fréquence électrique, c'est les protocoles de McMakin en particulier, qui sont très intéressants, et qu'on va pouvoir là encore, contrôler en temps réel par l'application. Donc ça va nous donner des protocoles de soins qui sont vraiment super intéressants. Quand est-ce qu'on a le droit de l'utiliser en France? Eh ben, on est soumis à la MDR. On était censé avoir la MDR, en octobre. Donc, normalement, on aurait dû être en train de finaliser la construction de l'appareil, les manuels, et de recevoir tout ça d'ici un mois ou deux. On va prendre quelques mois de retard. Donc ça se chiffre en mois. A priori, c'est pas une catastrophe, mais il y a quelques documents en plus qui sont demandés par les autorités européennes, et cetera. Ce qui fait que le lancement va être repoussé, en début 2026. J'ai pas encore une date exacte, mais on est normalement sur du début 2026, ce qui reste, on va dire, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, hein. Mais bon, ce qui reste pas si loin que ça, maintenant. Donc,
On va avoir un premier lot qui va partir aux États-Unis d'ici peu et qui va avoir des résultats de terrain intéressants, etc. Et on va avoir un deuxième lot qui va arriver en Europe dès qu'on a la MDR. Et donc, a priori, à partir j'espère, premier trimestre 2026, on va pouvoir commencer à utiliser ça. Et ça, c'est un appareil qui est contrôlé par l'application. Ça veut dire que les clients peuvent l'avoir chez eux et peuvent faire la thérapie. Et on peut mesurer avec le sensor en direct quels sont les appareils qui sont nécessaires quels sont les programmes nécessaires pour la personne ou pas. On peut mesurer comment ça évolue à la fin d'une séance, et vous, à distance, si vous voulez, vous pouvez recevoir toutes ces informations-là et les avoir sur votre écran. Donc c'est quand même un mode de soin qui est super intéressant. Et les micro-courants, on sait que c'est efficace. On a déjà beaucoup de retours sur les harmonic boosts, mais il nous reste à prouver que médicalement, les boosts harmoniques ont un effet, et ça va prendre quelques années, évidemment, même si on a déjà beaucoup de retours de terrain super intéressants. On n'a pas encore la possibilité de dire en milieu médical, vous pouvez faire des boosts harmoniques et on a les preuves que ça marche. Par contre, ça, on a les preuves que ça marche et ce sera un appareil médical. Donc ça va ouvrir pour Biocohérence un terrain qui est vraiment très intéressant. On n'a même pas encore le droit de le commercialiser sous forme de non médical pour l'instant, parce que ça imposerait de faire un certificat électrique qui finalement va prendre à peu près le même délai. Donc on est allé directement sur la finalisation de la MDR. On aurait eu la possibilité de faire un simple certificat électrique qui nous aurait permis peut-être de le commercialiser avant, mais en fait ça ne va pas nous faire gagner de temps. Donc c'est pas la peine de dépenser encore des dizaines de milliers d'euros juste pour un certificat qui ne va pas nous apporter de temps. Donc on patiente et on l'aura d'ici peu. Merci beaucoup. Mais je suis aussi impatiente que toi. Bon, si ça vous va, on arrête là? Merci. Merci. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. J'aurais juste une dernière question parce que j'arrive aujourd'hui. Allez, vas-y. Le point. Je voulais me présenter parce qu'on ne s'était jamais rencontrés, du coup. Oui. J'ai commencé la formation il y a un petit moment et j'ai été hospitalisée pendant plusieurs mois parce que j'ai la maladie de Lyme. Donc, j'ai rappelé Antoine qui m'a du coup basculé toutes les informations. Donc, en fait, j'arrive et je suis un peu je patauge un peu. Oui. Mais voilà. Du coup, je vais commencer la certification. Ce que je te conseille, c'est de re-regarder toutes les vidéos, parce que là, le rendez-vous qu'on fait aujourd'hui, ça doit être le 7 ou 8e, quelque chose comme ça. Mais j'ai vu qu'il y avait une liste. Ouais, c'est ça. Regarde la liste, parce que l'apprendre dans l'ordre, c'est pas mal, parce qu'en fait, on approfondit toujours un petit peu à chaque fois, mais c'est vrai que dans les premiers rendez-vous, on a plutôt tendance à présenter d'une manière générale, même si c'était maintenant il y a quelques mois, et donc sur une version qui est peut-être pas exactement la même que celle qui est aujourd'hui, on aborde quand même tous les concepts généraux de l'application dans ce Okay. livre. Moi, c'est vrai que j'ai le PS10 de base, l'ancien. Ouais. En fait, ça fait presque 12 ans, je crois, que je l'ai maintenant. D'accord. Et je l'utilisais pour moi, personnellement, puisque je voyais un thérapeute qui était certifié chez vous, qui était sur Montpellier. Okay. Et en fait, il a eu des gros soucis de santé, il a dû arrêter. Donc, du coup, j'essaye de me mettre à jour parce que j'ai trouvé une autre personne assez fiable sur les environs. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai démarré la formation. Ouais. Et là, tu es équipé en biocohérence? J'ai que le PS10. D'accord, oui, c'est ça. Je découvre toutes les nouveautés parce que j'ai regardé déjà toutes les premières vidéos qu'il y avait avant. Ça peut être intéressant. J'ai suivi en fait un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors, tu peux suivre tout ce qui est PS10, etc. Mais comme là, le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt biocohérence. Ce que biocohérence peut t'apporter là-dedans, c'est sur le bilan. Ça peut te donner des manières de savoir par où commencer avec le PS10. Donc, même si tu continues à faire les harmonisations avec le PS10, c'est complémentaire avec ce que tu as sur biocohérence. Donc, tu peux utiliser biocohérence comme un outil qui te permet de savoir par où commencer, de regarder quelles sont les priorités qui sont calculées, et ensuite, pourquoi pas d'en faire la translation avec les programmes que tu vas avoir dans le PS10. On fait la masterclass pour Extrao en juin prochain. Et je pense qu'on va présenter un module d'extension de biocohérence qui va permettre de faire la translation entre l'analyse de biocohérence et les programmes du RH. Et donc là, on devrait avoir normalement un module qui permettra de vous faire un plan de programme RH directement d'après une évaluation de biocohérence. Et là, on aura un pont qui sera direct entre les deux, ce sera super intéressant aussi. Bon, je suis trop perdue parce que j'avais regardé la vidéo où tu faisais la présentation. Ok, super. Ouais. Ça allait, je savais de quoi on parlait. Mais c'est vrai que la biocohérence, c'est encore un système différent de Rayonex. Donc, tout à fait. donc c'est pas la même chose. Mais je te dis,
On prévoit pour juin prochain d'avoir ce pont entre les 2 et d'avoir ce module d'extension qui permettra de calculer, en fait, quels sont les programmes du RH qui sont les plus adéquats d'après l'enregistrement qu'on a fait. Mmh. Et ça, je pense que ça va plaire à beaucoup de nos praticiens, ça. Ouais, j'imagine. Mais celui-là, déjà, quand je l'ai découvert, je l'ai trouvé, exceptionnellement, développé. Oui. On peut faire tellement de choses avec, c'est de la magie presque. Oui. Mais c'est vrai que je suis un peu, avec la vieille machine, j'en avais parlé avec Antoine justement parce qu'il m'a expliqué qu'il y avait peut-être des mises à jour qui seraient possibles à long terme Oui. pour rattraper, parce qu'en fait, au niveau de la capacité de la mémoire, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, comme il était plus ancien, plus limité, Alors, déjà ouais, il y a une nouvelle version qui existe où il y a plus de mémoire qui permettra de recevoir des mises à jour parce que là, pour l'instant, en fait, l'ancienne version, elle est remplie à ras-bord sur la mémoire et donc ils peuvent plus mettre des choses. Donc déjà, sur la dernière mise à jour, ils ont dû enlever des protocoles de test pour pouvoir mettre les derniers programmes RH. j'avais vu quand j'avais, Ouais, fait c'est ça. parce qu'il y avait des choses qui passaient plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, à chaque fois, je voyais le listing et je voyais il y a des trucs qui sautaient et je dis: «Ah, Ouais. Et ben, on peut continuer à faire la mise à jour, mais dans ce cas-là, c'est si tu peux avoir les derniers programmes RH, mais tu as pas tous les programmes de protocole de test. Mais après, pour les prochaines mises à jour, ça risque d'être trop gros. Donc, dans ce cas-là, il y a la possibilité de mettre à jour matériellement son appareil. On va pas trop en parler aujourd'hui parce que c'est pas vraiment le sujet du rendez-vous du jour. Ou alors, d'ailleurs, tu sais quoi? Hop,